Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette longue vidéo où on va voir ensemble finalement comment investir dans l'immobilier en étant militaire, d'accord? Donc je parle vraiment de tout corps d'armée confondu, donc la gendarmerie, les gars dans l'armée de terre qui sont les infanteries. Tu peux être chasseur alpin, tu peux être dans la marine, tu peux être dans l'armée de l'air, etc. Tout corps d'armée compris, je vais te montrer comment investir dans l'immobilier de A à Z. Donc si tu suis toutes les étapes que je vais te dire dans cette vidéo, tu vas pouvoir acheter ton premier projet immobilier, faire du bénéfice avec et pouvoir enchaîner les projets. Alors attention, si jamais tu rates cette vidéo juste pour faire du patrimonial, donc acheter un bien sans faire de bénéfice derrière, etc., je suis désolé, c'est pas pour toi. Là, on va vraiment regarder ensemble comment faire du bénéfice, comment générer de l'argent avec l'immobilier et surtout comment pouvoir enchaîner rapidement lors de ton contrat à l'armée, etc. Ok. Donc c'est une vidéo qui est quand même super longue, d'accord. On va voir ça en 4 points. Donc le premier point, ça va être la clarification de situation. Le deuxième point, ça va être les recherches, les visites, les négociations, le notaire, etc. Le troisième point, ça va être la levée de fonds. Et le quatrième point, ça va être les travaux et l'automatisation du processus entier de mise en location. Ok. Donc je t'en dis pas plus. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc on va directement passer sur le PC. Let's go. Ok, bon, du coup, on se retrouve sur le PC. Bon, j'ai mis mes lunettes parce que ça m'éclate les yeux là à chaque fois d'être devant le PC, plus en plus les lumières des projets juste en face. Donc là, ce que je vais te montrer en gros, c'est déjà les 4 grosses étapes, comme je t'ai dit, clarification, recherche de biens, négociation, obtention de crédit, etc. Alors là, je t'ai noté en fait dans chaque étape, donc je les ai mis sous format couleur. Je t'ai également noté donc les sous-étapes, donc et les objectifs. Là, il n'y a pas les sous-objectifs, d'accord. Par exemple, déterminer la capacité emprunt, je vais te montrer comment faire, etc. Mais il y a des moyens qui sont beaucoup plus poussés également. Ok, où là, ça sera vraiment l'objet de vidéos. Là, avec toutes ces étapes-là, déjà, ça va te permettre de pouvoir commencer à te lancer dans l'investissement immobilier. Mais tu verras qu'à chaque fois, il y a des étapes que tu vas vraiment approfondir et c'est super important. Ok. Donc, on rentre direct dans le vif du sujet. Déterminer la capacité d'emprunt. Donc, comme je t'ai dit, la première étape, c'est la clarification de situation. En fait, c'est la base de ton projet immobilier. Ok, c'est vraiment la fondation. Sans ça, tu vas te perdre, tu vas échouer, tu vas faire des erreurs, ça va te coûter de l'argent, etc. Ok, il y a trop de personnes qui se lancent tête baissée dans l'investissement immobilier sans respecter ces bases en fait qui pour moi est l'étape la plus importante, la clarification de situation. Donc la première étape de la clarification de situation, c'est de déterminer en fait combien est-ce que tu vas pouvoir emprunter au niveau des banques. Ok. Donc pour ça, tu as 2 méthodes. La première, c'est directement de passer par ton conseiller ou par un courtier, ok, qui justement est une méthode où ça va prendre un petit peu plus de temps. Par contre, c'est beaucoup plus fiable, pardon. Et donc la deuxième méthode, c'est directement de le faire sur Internet. C'est beaucoup plus rapide. Par contre, on peut avoir de très gros écarts par rapport à ce que va te proposer ta banque ou directement un courtier. Donc nous, ce qu'on veut faire déjà, c'est d'avoir un premier jet pour pouvoir commencer à lancer les autres étapes. D'accord. Donc on va le faire en ligne. Il faut savoir qu'ici, tu ne peux pas en fait passer à ces étapes-là à chaque fois si l'étape d'avant, si l'étape d'au-dessus n'est pas respectée. Ok. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Trop de personnes veulent se lancer tête baissée ou alors en n'étant pas trop sûr des étapes et de passer à l'étape d'après, tu vas faire des erreurs. Et l'immobilier, mec, ça coûte super cher. Quand tu commences à faire des erreurs, c'est pas 200-300 euros que tu perds. Ça peut être des erreurs de 50-60 000 euros, etc. Donc, il faut faire super attention. Ok, donc let's go. La première étape, c'est de déterminer combien est-ce que tu vas pouvoir emprunter. Donc moi, je me rends directement sur meilleur taux, capacité d'emprunt. Ok, ici, tu vois, voilà, ce simulateur-là, c'est celui que j'utilise le plus souvent pour avoir une capacité d'emprunt très rapidement. Donc, tu as juste à remplir ici, en fait, les stats, on va le faire ensemble, pour pouvoir, en fait, avoir ta capacité d'emprunt. Donc, dans revenu ici, tu vas mettre le revenu que tu gagnes, attention, hors prime. Je vais te montrer après qu'il y a d'autres types de capacité d'emprunt que tu vas pouvoir faire. Donc là, la capacité d'emprunt qu'on va faire ensemble, c'est ce qu'on appelle le calcul simple. Ok. Donc, c'est plus ou moins le montant le plus faible que tu peux emprunter. Donc, admettons, tu es un militaire lambda, donc je vais pas prendre pour les gendarmes mobiles qui eux souvent sont à 2000-2100 euros. Je vais prendre pour un gars de l'infanterie classique. Je vais faire une moyenne, on va dire, allez, 1000, 1800 euros.
ok. Ton âge, donc voilà, admettons, tu as 24 ans. Hop, t'as pas de charge, t'as pas de crédit, ok. Tu vis sur régiment, tu vis sur base, d'accord, donc c'est nickel. Donc ici, sur 25 ans, tu vas pouvoir emprunter 120 000 euros. C'est important de toujours cibler sur 25 ans parce que c'est ce que tu vas devoir faire pour ton crédit immobilier, d'accord. Parce que le but, c'est que tu puisses emprunter beaucoup plus. Tu vois qu'ici, sur 20 ans, bah, tu peux emprunter beaucoup moins que sur 25 ans. En plus, tu peux avoir de plus petites mensualités, etc. Donc forcément, bah, toi, ça va être beaucoup plus avantageux quand tes loyers en fait vont être quand tes loyers vont recouvrir ta mensualité de crédit. Tu vas avoir un excédent de trésorerie beaucoup plus avantageux. Ok, alors attends, j'enlève juste la clim. Parce qu'en fait, là, ouais, là, à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo, tu vois, il est 20h30 ici à Bali. En France, il est 14h30 et il fait 28 degrés. Donc, j'ai la clim tout le temps, là. Ok, donc du coup, 121 000 euros. Ok, nickel. Et je te conseille en fait de te faire même une fiche, tu vois, avec écrit clarification de situation, le calcul simple, le calcul différentiel, le lissage des primes. C'est ce qu'on va voir là. Juste pour te montrer, tu vois, si jamais tu as un crédit, comment ça impacte énormément. Tu vois, admettons, tu as un crédit de 300 euros, un crédit auto, ta fiche, hop, tu es à 63 000. Tu vois comment ça impacte. Donc c'est pour ça, les gars, limitez vos crédits au maximum. Investissez au maximum dans la pierre et après, vous allez pouvoir faire acheter vos voitures cash ou autre. Ok, donc ça c'est le premier type de calcul, ce qu'on appelle le calcul simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est augmenter cette capacité d'emprunt. Parce que comme je t'ai dit, c'est le montant le plus bas que tu peux s'emprunter, c'est le montant qu'on vient de voir à l'instant. Donc, on va faire le calcul différentiel, qui est la prise en compte de tes futurs loyers. Alors là, tu vas me dire, oui, mais on n'a pas encore de futurs loyers, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir? Bah en fait, quand tu fais des stratégies à haute rentabilité, comme nous, ce qu'on applique avec la méthode TRC, avec les membres qu'on accompagne, etc., on est tout le temps sur un minimum de 1500 euros de loyer tous les mois. Okay, on ne sera jamais en dessous. Donc par exemple, ça peut être une colocation de 3 chambres à 500 euros par chambre, ou une colocation de 4 chambres à 375 euros par chambre, ou alors un Airbnb qui va tourner, tu vois, plus ou moins bien, tu es largement au-dessus des 1500 euros de loyer, une division, un appart qu'on va diviser en deux petits apparts à 750 euros par appart, voilà. Tu l'as compris, le but c'est de à chaque fois se rapprocher de ces 1500 euros de loyer. Donc en fait, dans revenu locatif ici, tu vas mettre 1500. Mais tu vois que ce n'est pas ce qu'on va appliquer. Et donc là, tu vas passer à 192 000. Donc déjà, tu as vu la différence qu'il y a entre les deux. Donc nous, ce qu'on veut faire en fait, c'est pas appliquer 1500 parce qu'on veut, là, on le fait en ligne, tu vois. Mais si on arrive à la banque et qu'on lui dit, voilà, je peux emprunter quasiment 200 000, elle va dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Tu lui expliques le différentiel. Et en fait, elle peut te poser, enfin, ça peut te ralentir parce que quand tu as des trop gros montants comme ça, donc avec des stratégies haute rentabilité, la banque va demander beaucoup plus de documents juste pour une capacité d'emprunt. Elle va te demander des attestations de valeur locative, etc. Ça peut mettre beaucoup plus de temps. Donc en fait, pour pas prendre le risque, nous, on va mettre 850 euros ici. Et en fait, c'est comme si tu allais louer à une famille ou alors un bel appartement à un couple ou un étudiant, tu vois. Enfin, plus à un couple. Et donc, tu vas pouvoir emprunter 160 000. D'accord? Donc ça, c'est le calcul simple. Hop, tu marques calcul simple, 160 000. Maintenant, on va regarder avec le lissage des primes. Donc, admettons, tu pars, je sais pas moi, t'es gendarme mobile, tu touches tes primes IJAT, tu vas prendre toutes tes primes que tu as touchées sur un an, tu vas les diviser par 12 pour avoir un montant mensuel. Pareil, si jamais tu es dans un régiment d'infanterie ou autre, que tu pars en OPEX, donc que tu touches ISSE, l'indemnisation à suggestion au service à l'étranger, du coup, si tu ne le savais pas, je te dis ce que ça signifie. En gros, c'est la prime que tu touches quand tu es en OPEX. Et quand tu es sur le terrain, du coup, en interne, en métropole, tu touches l'ISAO, où justement, bah là, pareil, tu vas faire toutes tes primes OK réunies, tu vas les diviser par 12 et tu as ton montant mensuel. Donc, admettons, tu étais à 1800 euros, tu fais tout, tu arrives à 2100 avec le calcul différentiel, paf, ça te permet d'emprunter 180 000. Tu vois, il y a quand même une belle différence. Ok, si je peux te conseiller maintenant, c'est d'utiliser le lissage des primes que quand tu en as réellement besoin, donc généralement pour le deuxième projet. Si pour le premier projet, tu es entre 95 000 en calcul simple et 150 000 en différentiel, bon, tu n'as pas besoin de lissage des primes. Par contre, si tu es en dessous de 90 000, même avec le calcul différentiel, lissage des primes direct. Ok. Ok, donc ça c'est le premier step, la capacité d'emprunt. Donc là tu l'as fait en ligne. Maintenant, avant de passer à l'étape suivante, ok,
qui est de faire l'étude de marché. Tu vas envoyer un mail à ton conseiller ou à ta conseillère bancaire en lui disant que tu veux savoir comment est-ce que tu peux emprunter, qu'il te fasse 2 types de calculs. Le premier calcul, le calcul classique, et le deuxième calcul en incluant 850 € de loyer. Et tu leur dis, voilà, en gros, que tu as vu un projet immobilier, etc. Même si c'est pas vrai, le but, c'est juste de savoir si eux, ils appliquent le calcul différentiel. Ok ? Une fois que tu as eu tes retours, bah, tu peux commencer déjà à faire l'étude de marché. D'accord ? Donc l'étude de marché, c'est quoi ? C'est tout simplement de cibler une ville, de cibler un secteur, de cibler une stratégie, un type d'appartement. Okay ? Donc pour faire l'étude de marché, je vais te montrer comment est-ce qu'on va faire. Bien sûr, là, ça va être les grandes lignes, d'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas utiliser de termes techniques, sinon je vais complètement te perdre. Et le but, c'est que tu puisses avoir le plus de connaissances possible à la fin de cette vidéo pour pouvoir enchaîner. Donc moi, je me rends directement sur Meilleur Agent, d'accord ? Ici, tu vois, tu peux faire énormément de choses sur ce site-là. Je me rends ici dans prix d'immobilier, dans carte des prix. Et en fait, ici, voilà, tu vois, j'ai la carte de la France qui s'affiche. Donc, pour l'exemple, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te prendre comme ville qui peut être intéressante, là que j'ai étudié récemment. J'ai étudié Mulhouse, Rennes, Caen. Ouais, c'est vrai que tout ça, c'est intéressant. Bon, je vais te prendre Dijon. Tiens. Voilà. Alors, donc là, tu vois, quand je clique sur Dijon, il y a écrit prix du mètre carré moyen pour les maisons. Il y a plein d'informations. T'inquiète pas, stresse pas. Je vais te montrer juste les infos les plus importantes. Plein de trucs qui servent à rien. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le prix moyen du mètre carré pour un appartement. Okay, généralement, quand tu cibles des villes, ça va être très compliqué d'acheter des maisons. Donc, on va cibler, là, nous, les appartements. Si on investit dans des villages, bien sûr, on va cibler les maisons. Les maisons, ça reste plus intéressant parce que tu n'as pas de frais de copropriété, etc. Mais bon, là, on va cibler un appart. Une ville. Il faut savoir qu'une ville commence à être relativement chère quand on va atteindre les 2800, 3000 € du mètre carré. Okay, même là, 2005, ça pourrait commencer à être élevé. D'accord ? Donc, nous, on va checker donc, ça ici. Ok, on est à 2005. Pourquoi pas, on peut se positionner dessus. Maintenant, ce qu'on va chercher à regarder, c'est ici aussi l'augmentation en fait, du prix du mètre carré, l'évolution du prix de cette ville. Est-ce que c'est une ville qui est à la hausse ou une ville qui est à la baisse ? On pourrait se dire, oh non, c'est pas top, regarde, dans 2 ans, j'ai perdu 4%. Oui, mais en fait, du coup, c'est tout à ton avantage. La ville, elle est en train de diminuer. Ok, mais toi, tu achètes du coup en dessous du prix du marché. D'accord ? Par contre, tu vois qu'en 10 ans, elle a pris 20%. Donc en fait, certes, tu as des baisses et tu as des hausses. Donc le but, c'est d'acheter quand même dans les baisses. Hein, mais du coup, sur du long terme, tu es tout le temps en hausse. Donc c'est nickel. Donc tu vois, c'est intéressant. Je vais te montrer une ville qui pourrait faire peur, mais qui est aussi très intéressante, c'est Mulhouse. Tu vois, Mulhouse, on avait pris une grosse baisse. Tu vois, ici, on a pris sur 10 ans, moins 3%. D'accord ? Mais sur 5 ans, on a pris 9%. Donc là aussi, ça reste intéressant. Ok ? Donc je vais repartir sur Dijon. Hop, ok. Donc là, Dijon, ça peut être une ville, d'accord, ok, qui est intéressant. Le prix de l'immobilier n'a pas non plus pété. Ok, on est sur une ville qui augmente. Donc on aurait plus ou moins notre ville. D'accord, maintenant il va nous rester un secteur à définir, mais pour définir un secteur, il faut qu'on puisse définir une stratégie locative ensemble. D'accord ? Qu'est-ce que l'on va faire ? Donc là, je t'ai dit dans cette vidéo, c'est que des stratégies à haute rentabilité, donc des stratégies qui vont te rapporter de l'argent. Louer un étudiant, t'enlèves. Louer une famille, t'enlèves. Si tu veux faire ça, malheureusement, c'est pas la bonne vidéo, comme je t'ai dit au début de la vidéo. Nous, on est là pour faire de l'argent avec l'IMO. Donc là, le but, c'est de faire des stratégies de rentabilité. Donc, par exemple, de partir sur une colocation. Ok. Donc, pour partir sur une colocation, nous, ce qu'on va vouloir savoir, c'est les différents types de flux pour la coloc. Donc, en gros, pour la coloc, il existe 3 flux. Ok. Donc, 3 manières de remplir une colocation. Le premier, c'est le plus classique, c'est pour des étudiants. Ok. Le deuxième, c'est pour des jeunes actifs. Et le troisième, c'est pour des professionnels. D'accord ? Il existe 2 types de colocation. La colocation haut de gamme sur la prestation, la colocation haut de gamme sur les matériaux. Okay, quand on fait de la colocation haut de gamme sur les matériaux, qu'on va venir donc travailler avec du marbre, etc., ça c'est plus au niveau des frontières suisses, etc. Okay, donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de la colocation haut de gamme sur la prestation. Donc vraiment en donnant tout, c'est-à-dire que c'est un forfait de charge, les étudiants n'ont rien à payer, ils ont Netflix, ils ont une PS5, ils ont une femme de ménage, etc. Ça va faire la diff sur ton projet, en plus de l'agencement de ton projet, etc. Okay. Ensuite, comme stratégie à haute rentabilité, tu vas retrouver donc la location courte durée, ce qu'on appelle le Airbnb. Ça, c'est très puissant. Il faut savoir qu'en étant militaire, tu peux le faire.
Faut pas que tu te dises ouais mais j'aurai pas le temps de m'en occuper, je vais partir, etc. Faut savoir que toutes les stratégies vont être automatisées de A à Z. Tu peux retrouver l'immeuble de rapport, acheter plusieurs appartements d'un coup. La division, quand tu vas créer tes propres lots dans une maison ou dans un appartement, tu vas faire de petits appartements. Ou l'achat-revente. L'achat-revente, bah, malheureusement, si jamais tu n'as pas assez pour investir, tu vas pouvoir faire un achat-revente à partir de 50 000 euros, faire de la trésorerie et la réinjecter dans un projet immobilier beaucoup plus conséquent. Ok, donc nous là, le step, c'est vraiment de checker pour de la colocation. Ok, on va prendre la stratégie qui est la plus simple à faire et qui va générer plus d'argent, c'est la coloc. Ok, donc juste avant de se dire, ok, je vais chercher pour de la coloc, tout ça, comme je t'ai dit, il va falloir définir une zone. À quel moment est-ce qu'on définit une zone? À deux moments. Le premier moment, c'est quand tu vas faire tes visites, etc. On va éviter les zones où ça craint, tu vois, où il y a de la criminalité, etc. Parce que c'est des zones où tu ne vas pas pouvoir louer ton appart. Le deuxième moment, c'est tout simplement de checker si la ville est en zone tendue. Alors, qu'est-ce qu'une zone tendue? C'est tout simplement quand tu as un plafonnement des loyers. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre le loyer que tu veux dans ta ville. Donc, pour ça, ne t'inquiète pas, je vais te montrer quel site on va utiliser. Donc, on va se rendre directement sur PAP, ok, zone tendue. Il faut savoir qu'il existe deux types de zones tendues. Les zones tendues de catégorie 1, où tu n'as pas de restriction de loyer, mais par contre, tu as 2-3 petites restrictions, mais tu vois, c'est pas grave. Les zones tendues numéro 2, où là, tu as vraiment des restrictions de loyer. Tu peux mettre le loyer que tu veux. Et là, pour le coup, c'est très embêtant. Donc, je vais te montrer la différence. Donc, déjà, on va voir sur Dijon. Est-ce que Dijon est en zone tendue? Si oui, quelle catégorie? Donc, non, on voit que Dijon ne se situe pas en zone tendue. Les loyers sont fixés librement. Ok. Maintenant, je vais te donner un exemple. Bordeaux, tu vois, Bordeaux, malheureusement, Bordeaux, c'est une zone tendue de catégorie 2, respect des plafonds des loyers, etc. etc. Mais si je te montre une zone de catégorie 1, par exemple quand tu vois, tu n'as pas de restriction de loyer. Tu as 2-3 trucs, tu vois, préavis, interdiction d'augmenter le loyer entre deux locataires, etc. Ça, c'est pas embêtant en soi, ok. Donc Caen, du coup, ça pourrait le faire, on pourrait investir à Caen. Mais tu vois, moi, pour des mesures de sécurité, j'investirais pas quand même, mais plus aux alentours. Une personne qui veut vraiment investir à Bordeaux, il n'y a pas de souci. On va investir aux alentours, en fait. Pas dans les zones qui sont tendues. Vraiment à la limite. Ok, ok, donc nickel. Donc là, on va pouvoir marquer sur ton petit document la ville et le secteur. Maintenant, ce qu'on va chercher à regarder, du coup, hop là, on va aller sur Maps. Ah, effectivement, ça m'a foutu sur Bali. On va regarder donc sur Dijon. Voilà. Tu vois ici, du coup, donc on a Dijon qui se présente comme ça. Donc nous, notre but, c'est de faire donc, de la colocation. Donc on a vu qu'il y avait plusieurs flux de colocation étudiants, jeunes actifs et professionnels. On va d'abord cibler le premier qui est justement le flux étudiant. Donc on va taper tout simplement université. Oula. Alors, université, nickel. Voilà. Donc là, tu vois, c'est super intéressant. Ça tu vois, j'aime bien ce genre de ville. Pourquoi? Parce que tu as des villes, en fait, où les universités sont éparpillées partout. Et donc, c'est très compliqué de venir faire du ciblage. Tandis que là, on va pouvoir faire du ciblage. Alors, il y a aussi un inconvénient à ça, c'est que du coup, cette zone-là, ça peut être classé en zone rouge. Donc, on va checker. Hop. Non, même pas, tu vois. Donc là, c'est intéressant. Mais généralement, les zones universitaires peuvent être classées en zone rouge, donc beaucoup plus cher en termes du prix du mètre carré. Ok. Donc là, on voit que c'est intéressant. Ok, on voit qu'on a les universités qui sont tous au même endroit. D'accord. On voit qu'en plus, là, on a une zone commerciale. Donc, super intéressant. On n'oublie pas que pour des étudiants, le but, c'est qu'ils soient pas loin de zones commerciales ou autres, de salles de sport, etc. Qu'ils soient pas loin des transports, donc du tram, du bus, tout ça. Pas loin des universités. Ok. Donc là, nickel. On voit qu'ici, on a un très très bon secteur. Donc déjà, on va pouvoir marquer dans le secteur aussi, tu vois, ce secteur-là, qui en plus est vert. Donc on pourra se référencer à ce secteur-là, ok, pour nos recherches. Nickel. Maintenant, pour les jeunes actifs ou les professionnels. Alors ça, pour ça, on va faire des recherches beaucoup plus approfondies. Sur Dijon, je vais pas pouvoir te donner d'exemple parce que je connais pas du tout cette ville. Enfin, je connais cette ville, mais j'ai pas fait étude de marché pour du jeune actif. Mais par exemple, tu vois, Clermont, je vais te montrer une... Hop, voilà.
Ah bah, je vais même pouvoir te montrer pour Dijon si je suis bête. Hop, regarde. Voilà. Tu vois, sur Clermont, tu as carrément l'usine Michelin. Tu vois, carrément un campus, la manufacture, etc. Et donc là, en fait, je sais quand tu fais des colocs, bah, si tu fais une coloc ici pas loin, tu vas pouvoir avoir de jeunes actifs qui travaillent chez Michelin ou même certaines personnes en déplacement, donc des professionnels qui ont plus de 30 ans, qui sont là pour du 3 à 4 mois, etc. Il y a plus de turnover dans la coloc, mais ça peut être une stratégie intéressante parce que tu peux louer beaucoup plus cher, étant donné que généralement, c'est les sociétés qui vont payer pour les déplacements, tout ça. Ok, on va retourner sur Dijon. Hop là, mon petit Dijon qui est ici. On peut regarder du coup pour des jeunes actifs. Du coup, hop là. Si, voilà, il y a un centre. Oula. Ok. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Là, tu as un CHU, etc., qui est dans la zone universitaire. Donc là, pour le coup, Dijon, bah, tu vois, j'ai fait au hasard. C'est une ville qui est très très intéressante. Ok. Donc là, Dijon, si t'es pas loin en tout cas, bah, let's go, tu peux foncer. Prix du mètre carré, tout ça, c'est nickel. Ok. Ensuite, donc on a vu ça. On va checker quand même, tu vois, ici sur meilleur taux, sur meilleur agent, pardon. Ici, les différents prix par rapport au secteur. Bon, tout ça, après, je te laisse checker. La population, tu vois, les moins de 25 ans, les plus de 25 ans. Pareil, au niveau du chômage, que ça a pris des points, tout ça. Enfin, voilà. Tout ça, tu vas pouvoir après le checker. Euh, Quand tu auras trouvé du coup un secteur, tu vas pouvoir également, donc quand tu as trouvé ton secteur, tout ça, checker sur le site de. J'ai oublié le nom. INPI. Bah, je sais plus. Tu vas direct sur internet, tu te prends pas la tête, tu tapes le nom du secteur, tu fais actualité, tu vois les actualités, tu vas sur ChatGPT. Important, on utilise beaucoup maintenant l'IA, d'accord? Super important pour justement pouvoir faire des études de marché beaucoup plus approfondies. Ok. Donc là, c'est une étude de marché primaire que je te montre, mais tu pourras faire l'étude de marché beaucoup plus approfondie par la suite. Ok, donc ça, c'est good. Tac. Donc en gros, voilà, tu fais ton étude de marché, tu l'approfondis, tu regardes par rapport au secteur, etc. Je rajoute un truc, tu vois, pour la coloc, par exemple. Donc tu tapes, bien sûr, sur ChatGPT, tout ça, il faut vraiment l'utiliser au maximum. C'est un outil qui est très très puissant maintenant. Mais tu vois, moi, je me rends aussi de temps en temps sur la carte des colocs ici. Et en fait, je regarde un petit peu ce qui se fait. Ok, je vois qu'il y a 51 annonces, d'accord, je vois un peu les prix, tout ça. Ok, ça me permet d'avoir un meilleur visu. Là, tu vois que là, la coloc, 370 € par mois. Ok, on va regarder. Ah, tu vois, c'est pas ouf, tu vois, c'est un vieux lit, une place. Nous, le but, c'est de se démarquer de la concu. Ok, de pouvoir tout arracher. Donc, là, l'étude de marché, déterminer ce que tu peux emprunter. Donc ça, on va dire, là, tu as eu ton retour, machin, on le met en vert, c'est good. Déterminer l'étude de marché, on pourrait le mettre en vert. Mais nous, on veut faire quand même une étude de marché approfondie. On veut vraiment savoir combien est-ce que tu vas pouvoir emprunter quand même. Excusez-moi les gars, c'est le soir. Donc si je fais des fautes dans cette vidéo, je mettrai sur la vidéo au montage, etc. On veut savoir combien justement tu vas pouvoir louer ton appartement, est-ce qu'il y a vraiment de la demande, etc. Et pour ça, les gars, vous allez faire ce qu'on appelle une amorce locative. Qu'est-ce que c'est qu'une amorce locative? C'est une fausse annonce que vous allez mettre sur Le Bon Coin. Voilà. Vous allez faire déposer une annonce, ok. Vous allez mettre des photos pas dégueu, pas d'un truc qui est luxe, pas un truc qui est moche, un truc qui vient d'être rénové, ok. Vous mettez une bonne description et vous mettez votre amorce en ligne. D'accord, vous la mettez en ligne et comme ça, vous allez pouvoir avoir des retours. Est-ce que les personnes sont intéressées? Si oui, quel type de personnes? À quel prix? Ok. Vous allez pouvoir faire vos statistiques comme ça. D'accord. Faites vos stats sur 1 à 2 semaines. Ok. Des fois, il y a des périodes où c'est des périodes de baisse, donc vous n'allez pas avoir énormément de demandes, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Vous attendez un peu plus, 1 semaine, 2 semaines, etc. Si vous avez énormément de demandes, vous supprimez l'annonce, vous la remettez plus chère. Et là, vous allez voir, ça va vous permettre de voir quel prix vous allez pouvoir louer votre futur appartement. Ok. Très important. Petite technique, parce que mettez bien votre numéro de téléphone, parce qu'il y en a qui vont vous appeler pour se débarrasser des personnes, vu que c'est une fausse annonce. Vous leur dites tout simplement que l'appartement n'est plus disponible parce qu'il a été loué. Ok. Ok, donc l'étude de marché c'est good. Ah, je reviens juste sur un truc. Voilà. Si jamais tu aurais voulu faire de la location courte durée, donc du Airbnb, alors je vais pas te faire l'étude de marché complet pour faire du Airbnb, mais tu vois, tu te rends sur RDNA ici. Hop.
Donc tu crées ton compte, tout ça, machin. Voilà. Tu arrives ici et donc là tu vas taper donc Dijon. Voilà. Et là donc on voit qu'on a une stat de 98, donc c'est pas dégueu. On voit qu'on est sur du 13-14 000 euros de revenus annuels. Pas dégueu aussi. Taux de remplissage de 57%. Bon, j'ai déjà vu pire. Tu vois, et en fait, tu peux avoir toutes tes stats pour de la location courte durée, donc du Airbnb. Quand est-ce que c'est le plus rempli, les différentes notes, tac, les prix, tu vois. On voit qu'au mois de janvier, c'est nul, tu vois. Il n'y a personne qui vient à Dijon au mois de janvier en vacances. Mais par contre, tu vois ici, au mois de juillet, août, c'est là où ça pète le plus, tu vois. Donc voilà, tu peux faire ton étude de marché aussi à partir de ça. Et puis, il y a d'autres vidéos aussi sur la chaîne où on parle vraiment de location courte durée. Bon, on revient sur le sujet principal. Donc l'étude de marché, ok, c'est plus ou moins good, d'accord, on attend le retour des amorces. Déterminer la stratégie que tu veux faire, donc ça c'est bon les gars, on l'a vu, on voulait faire de la coloc. Déterminer le type de bien à acheter. Alors, quand on fait une colocation les gars, il faut savoir qu'on ne peut pas cibler n'importe quel type de projet. Aparté, 2 types de colocation disponibles, ok. La colocation classique, hop, excuse-moi, putain j'ai des moustiques les gars. Ouais, ici à Bali c'est un truc de ouf les moustiques, hein. Mais je crois que j'étais vacciné contre la dengue quand j'étais au 27 BCA là. Mais il y a plein de cas de dengue, etc. C'est un truc de ouf. Bref. 2 types de coloc. La première coloc, c'est la colocation classique à des étudiants, jeunes actifs professionnels. Deuxième type de coloc, c'est ce qu'on appelle la stratégie hybride. C'est quand on va cibler que des étudiants de septembre à mai, on va leur louer l'appart. Et juin, juillet, août, pendant les grandes vacances, ciao, bye bye. Hop, le projet immobilier, on va le basculer sur Airbnb. Et là, on va pouvoir le louer à des familles. Ça peut être intéressant justement pour jumeler les différentes stratégies, par la suite repartir sur d'autres stratégies et d'autres projets immobiliers. Et là, ça peut être pour le coup vraiment cool, ça peut propulser tous vos projets. Parce qu'en fait, la coloc, c'est bien, tu vois, tu fais de l'argent, machin, etc. Mais en gros, quand tu veux enchaîner rapidement et si ton deuxième projet, tu as envie de faire du Airbnb, bah, le fait de faire une stratégie si hybride sur le premier, ça te permet de venir rassurer la banque sur le deuxième, de dire à ta banque, attends, regarde, j'ai déjà un projet immobilier qui tourne en location courte durée, l'été et tout ça, je sais faire, donc ça te permet de pouvoir obtenir des crédits plus facilement. Ok. Donc déterminer le type de bien à acheter. Donc il faut savoir, quand tu fais de la colocation ou une stratégie hybride, hein, c'est pareil, tu vas cibler des appartements qui font minimum 60 mètres carrés. Hop, je vais te l'écrire ici. Ok. Donc de 2 chambres minimum. D'accord. Et si possible, donc avec soit il est traversant, donc c'est-à-dire que tu as des balcons de chaque côté. Donc là, ça va te faciliter la tâche pour pouvoir l'optimiser. Soit il y a une cuisine qui est séparée du séjour, etc. Pourquoi ? Parce que le but, ça va être de pouvoir tout simplement créer une 3e chambre supplémentaire dans le projet. Ce qui fait que finalement, tu achètes un appartement avec 2 chambres, tu te trouves propriétaire d'un appartement avec 3 chambres, donc là, tu as une plus-value. En plus, elle est rénovée et en plus, la chambre en plus va te permettre d'avoir un loyer supplémentaire. Bien sûr, si tu peux cibler du 3 chambres et faire une 4e chambre à l'intérieur, let's go, tu vois. Donc, le but, c'est d'optimiser au maximum ton projet. Et surtout, ça va être de créer des choses supplémentaires à l'intérieur. Par exemple, aussi une salle de bain privative. Parce que le but, ça va être d'avoir, je te dis vraiment le truc, hein, un appartement, au moins le minimum, un appartement avec 2 chambres classiques et une chambre avec une salle de bain privative. D'accord ? Parce que la chambre avec salle de bain privative, tu vas pouvoir augmenter le loyer et finalement, ça va te faire une plus grosse rente locative. Et en plus de ça, quand tu vas mettre en place les avances locatives, du coup, tu vas dire aussi que tu as 2 chambres classiques et une chambre avec une salle de bain privative. Tu vas la mettre donc du coup beaucoup plus élevée, cette chambre. Et donc forcément, si tu vois que tout le monde est intéressé par la chambre avec salle de bain privative, tu vas réfléchir à 2 fois quand tu vas faire les travaux pour justement peut-être faire les 3 chambres avec des salles de bain privatives. Ok ? Donc voilà, cibler un appartement, 60 mètres carrés, 2 chambres. Ok. Donc là, on a plus ou moins la base, donc je passe assez vite, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 mois. Donc du coup, on a donc là la base de la clarification des situations. Combien est-ce que tu peux emprunter ? On a fait l'étude de marché, on a terminé la stratégie que tu veux faire, le type de bien que tu vas acheter. Donc là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les recherches. Donc on va automatiser les recherches sur le market, sur le off-market. Alors tu vois, le off-market, ça va assez vite. Nous, du coup, dans l'accompagnement, quand on accompagne les gars, en off-market, on a directement nos agents IMO. Donc ça va encore plus vite que ça. Et tu as de meilleurs projets que le off-market classique que je vais te montrer là. Mais déjà, pour une première,
automatiser les recherches sur l'off-market, sur le market, c'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que le off-market? Qu'est-ce que le market? Le market, c'est tous les projets immobiliers que tu vas retrouver en ligne sur Le Bon Coin, sur SoLoger, sur Bien Ici, etc. C'est des projets qui sont déjà mis à la disposition de tout le monde. Le off-market, c'est complètement différent. Ce sont des projets immobiliers que tu vas pouvoir retrouver à l'intérieur des agences qui ne sont pas encore mis en ligne, par le réseau ou par le bouche à oreille au niveau des investisseurs. Tu vois qu'une grosse diff. On a déjà eu des projets en off-market qui nous sont venus, qui étaient à 110, 120 000. On ne s'est pas positionné dessus. Derrière, sur le market, ils ont affiché à 180, 190 000. Tu vois un peu la différence. En plus, les projets off-market sont négociables, mais à un point, voilà, tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que c'est important d'avoir un très très bon réseau. Alors, comment on automatise le market? C'est très simple. Tu vas sur Le Bon Coin, tu vas ici dans Immobilier, tu vas dans vente immobilière, appartement. Voilà. Ici, tu vas mettre donc ta ville. Donc, nous, on a vu qu'on ciblait Dijon. Tu mets toute la ville. 5 km aux alentours, même plus. Ça dépend de ta zone de recherche. Ici, tu mets appartement, maison. On ne ferme pas aux maisons. Le prix. Alors, le prix, très important. On a vu donc, que tu pouvais emprunter. Attends, je retourne dessus. Tu es à 1008. Hop, je vais voir, tu as combien en calcul simple? 120, donc 140. Ok, donc en fait, tu prends ton calcul simple ici. Tu vas là et tu mets 140K. Surface habitable, on a dit minimum, donc 60 mètres carrés. Type de bien ancien. Le neuf, les gars, et le viager, c'est mort. Le viager, pour t'expliquer rapidement, tu as une personne qui est déjà à l'intérieur. Ok, toi, cette personne, tu lui donnes, je sais pas moi, 50 000 euros. Donc, généralement, c'est une personne qui est assez âgée. Tu donnes 50, 60 000 euros, ce qu'on appelle le bouquet. Et ensuite, tous les mois, tu lui verses un loyer jusqu'à temps que la personne décède. Puis après, tu es propriétaire. C'est un peu le qui tout double. Je te déconseille. Surface du terrain, après, bon, tout le reste, on s'en fout. Tu peux ici mettre, voilà, si tu veux un balcon, machin, par rapport à ce que tu recherches. Ok. Donc, tac, 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 prix maximum, donc 140 000, surface habitable minimum 60 mètres carrés. Ok, let's go. On recherche. Une fois qu'on a recherché, ici, on va donc dans... ici, tu vas sauvegarder les recherches ici. Bon, si je clique, ça va me demander de créer un compte. Mais ici, tu cliques sur sauvegarder les recherches, d'accord? Plus tu vas être précis ici, plus les projets immobiliers vont être intéressants pour toi. Donc, tu fais sauvegarder les recherches et tu dis que ça t'envoie un message sur ta boîte mail ou même par téléphone, d'accord? Et donc là, quand tu as un projet qui va tomber, tu seras averti déjà avant tout le monde sur le market. Tu fais pareil sur Bien Ici et tu fais pareil sur SoLoger, d'accord? Ça, c'est pour le market. Ensuite, le off-market, donc c'est directement via un réseau d'agence. Donc pour ça, tu vois, hop, moi je me rends ici. Si tu n'as pas de réseau d'agence, c'est pas grave, tu vas te le créer. Et moi, je tape ici agence immobilière. Voilà. Et bien ton réseau d'agence, il vient de s'afficher ici. Ok. Là, ce que tu vas faire, c'est par exemple. Attends. Ah mince, excuse-moi. Ok. Tu vas par exemple sur Royal Immobilier. Comme par hasard, ils n'ont pas de site web. Alors attends, c'est peut-être moi. Ah mince, ok, si, ok, d'accord, c'est en bas. Ok. Hop, tu vas ici sur leur site web. Hop là. Ah ouais, bon, des fois, il m'aurait fallu un VPN pour y accéder. Hop, tu fais dans nos biens. Ah, je connais pas trop ce. J'espère que ça va y être pour te montrer en vidéo. Ouais, non. Bon, bref, tu prends leur numéro de téléphone ici, tu les contactes, tu fais ce qu'on appelle une fiche de critères investisseurs chez eux. D'accord? Donc, en gros, tu leur dis voilà, je recherche un bien immobilier dans Dijon, ok, pas dans tel secteur, tel secteur. Donc, tu as regardé avant sur Internet, sur ChatGPT ou autre, les secteurs qui craignent. Ok? Tu leur dis voilà, je veux dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Je veux que le projet immobilier ait un prix maximum de, on a vu 140 000. Donc, ok, tu prends ton calcul simple, plus tu rajoutes 20 à 30 000 euros à chaque fois. C'est ta marge de négo. Ok, donc tu dis ça. En plus de ça, tu vas leur expliquer que tu veux un 60 mètres carrés, qui est de chambre, si possible avec une salle de bain. Voilà, tu dis tous tes critères en fait qu'on a vu dans la clarification de situation. Et tu leur dis tout simplement, très important les gars, attention, vous leur dites pas que vous êtes militaire. Ok, très important, vous leur dites que vous êtes investisseur.
Voilà. Bonjour, je suis investisseur immobilier, tac, etc. Voilà. Si la personne vous dit oui, mais est-ce que vous êtes finançable, vous dites oui. Ok. Voilà. Comme ça, vous allez avoir des projets immobiliers qui vont être dans votre boîte mail ou par message avant tout le monde. Alors attends, je voulais te montrer du coup, parce que tu peux aussi automatiser normalement les recherches sur leur site. Bon, en fait, j'ai pas de VPN, du coup, c'est super long. Bon, on va mettre 10 ans à se connecter. Il n'y a pas un La Forêt ou. Ah bah si, tiens. Allez hop, nickel. Voilà, La Forêt, ça va être beaucoup plus simple. Ça, on enlève. Voilà. Voilà, La Forêt, tout simplement. Donc, soit tu fais contacter l'agence, machin, etc. Soit tu fais dans acheter. Tu vas dans appartement. Voilà, tu remplis toutes tes stats ici. Oh, tu remplis toutes tes stats ici. Et là, tu fais créer une alerte. Parce que des fois, tu as des projets immobiliers qui atterrissent ici. Mais ils sont sur le Bon Coin ou sur SoLoger que 2 jours après. Mais les investisseurs, ils le savent ça. Donc paf, ils se positionnent dessus. Ok. Important, faut pas avoir le seum, d'accord, si tu te fais piquer un bien immobilier. D'accord. Une agence peut t'appeler, te dire voilà, j'ai un projet immobilier. Toi, tu as vu plein de projets à, je sais pas moi, 120, 130 000. Là, le projet, il a 80 000. Tu te dis waouh, un truc de ouf et tout, machin. Tu bookes une date, etc. Il y a un investisseur qui passe juste avant toi, soit qu'il achète cash, soit qu'il visite avant. Tu l'as plus, c'est pas grave. D'accord. Tu vas retrouver d'autres projets. Ok. Il y a aucun souci là-dessus. Il faut que tu dises ça. Tu es dans une période d'attente. Ok. Quand tu arrives ici, quand tu automatises la recherche, ça dépend plus de toi. Tu as beau avoir fait le taf qu'il faut avant, ça dépend juste du marché. Donc des fois ça peut être long, des fois ça peut être super rapide. Ok. Donc voilà, pour l'automatisation du off-market, donc se contacter les agents sur leur site, tout ça, etc. Et du market, c'est pareil. Moi, je serais toi, je ferais une petite liste, tu vois. Tu te fais une petite liste de toutes les agences que tu as contactées. Comme ça, bah, si un jour tu pars sur ton deuxième projet, tu les recontactes tous. Ok. Tu te fais une liste sur un Excel avec tous leurs numéros de téléphone aussi, ça va plus vite. Tac, tu tapes, t'envoies, tu tapes, t'envoies. Ok, super. Donc, tu as fait tout ça, machin. Bah, on passe du coup à l'étape 2. Alors, attends, je vais pouvoir mettre ça en vert. Tac, tac, tac. Hop là. Du coup, l'étape 2. Putain, j'avais foutu en vert en plus. Du coup, les. Ah. Oh putain. Ah, bon, c'est pas grave. Bon, du coup, l'étape 2, ça va être d'analyser un projet. Ok. Donc, on reste toujours sur la même stratégie locative. Ok, on est sur Dijon. Bon, tu vois, on regarde ici. Alors, c'est pas Dijon. Là, je vais pas me focus sur les quartiers, ok. Là, je vais vraiment me focus juste pour que vous puissiez regarder comment j'optimise un projet immobilier. D'accord. Alors, encore une fois, nous, c'est différent dans l'accompagnement parce qu'on a directement des agences des architectes et des décorateurs intérieurs, donc ils font l'optimisation en fait pour nous, qui est beaucoup plus simple. Donc ici, tu vois, je clique sur ce projet. Premier step, j'ai mis 140 000 euros. Ok, ça respecte ma capacité d'emprunt. Sachant qu'on avait vu qu'on peut monter, on peut monter justement au maximum à 850 000. Putain, qu'est-ce que je raconte? 160 000. On peut monter à 160 000. Du coup, ici, on est dans les clous. Ok, donc avant de regarder les photos, je regarde déjà si ça correspond. Je regarde le secteur. Ah ok, nickel, c'est le secteur qui correspond. T4 vendu loué. Ah merde. Ah ouais, donc là c'est vendu loué. Du coup on peut pas faire les travaux à l'intérieur. On peut mettre le prix qu'on veut. Il est déjà loué. Ok. Allez, je cherche pas à comprendre midi à 14h. Attends, je regarde juste un truc. Je regarde juste en fait si jamais, tu vois, le bail, il se termine récemment. Je crois pas que ce soit écrit. Si le bail il se termine dans 6 mois, bon je me positionne dessus, tu vois, s'il est intéressant. S'il se termine dans 10 ans, c'est mort. On va prendre ça, bon, on va imaginer que c'est à Dijon, ok. Hein. Ok, 125 000, d'accord, machin, ok, un T4, ok, super. Donc il y a déjà 3 chambres. Attention, hein, T4, ça veut pas dire 4 chambres, ça veut dire 3 chambres et une salle de bain et une pièce commune. Donc entièrement rénové avec goût. Ce bien offre un cadre moderne et chaleureux. Ok, donc c'est pas mal. Tac, tac, tac. Ok, vous trouverez donc aussi 3 chambres, une salle de bain fonctionnelle. Ok, l'appartement est vendu avec une cave, donc ça c'est bien, c'est un actif en plus. Ok, alors cet appartement rénové avec goût. Ok, donc là les grosses lignes, moi ce que je veux voir c'est combien il coûte
Charge prévisionnelle annuelle, on est à 2003, c'est pas mal. Dès que vous commencez à être à 3K, compliqué. Montant estimé des dépenses annuelles 900, ok, ouais, c'est pas dégueu. Ok. Maintenant, on va s'intéresser aux photos. Le but, c'est de l'optimiser. Alors là, tu vois, ça pourrait... ça aurait pu être intéressant, mais il est déjà pas mal rénové. Donc en fait, on va pas pouvoir appuyer la négociation. Le but, c'est aussi de faire des travaux de rénovation pour justement, d'une, moins payer d'impôts, de deux, avoir un projet rénové et de trois, faire une plus-value. Donc ça va être compliqué de négocier là par rapport à la qualité de l'appart, vu qu'il a déjà été rénové. Donc on voit qu'on a 3 chambres. Donc là, tu vois un mec... Ah bah nickel, ça c'est exactement ce qu'il nous faut les gars. Les plans de l'appart. Donc on voit un mec, tu vois, qui a pas envie de faire trop de travaux, que faire une coloc, c'est rentable ça les gars. Ça c'est un projet qui est rentable. Hein. Ok. Mais nous on cherche toujours à optimiser. Là tu vois il y a un truc qui me fait tilt, tu vois. Si on veut vraiment être dans l'optimisation totale. Donc là je vois que j'ai une chambre là. J'ai une chambre là, j'ai une chambre là. On a déjà 3 chambres. Là je vois que j'ai une cuisine qui est séparée et qui a un balcon. Notre but les gars dans l'optimisation c'est de créer une chambre supplémentaire ou 2 chambres supplémentaires. Donc de créer des chambres et des salles de bain. D'accord ? Il faut savoir que quand tu crées des chambres pour la colocation, je t'invite à noter cette information qui est très importante. Il faut que la chambre que tu vas faire, en fait, elle fasse minimum 9 mètres carrés. Okay ? Donc ça, c'est pour les lois. Sinon, c'est considéré comme un bureau. Et surtout qu'il y ait une fenêtre. Ça, c'est pour les normes incendie. Okay ? Donc là, on voit que dans la cuisine, tu as un balcon ici. Et ben, on pourrait très bien faire là, ici, dans la cuisine, une chambre supplémentaire, donc la 4e chambre qui en plus a un balcon, donc on va pouvoir louer plus cher. Et ici, pourquoi pas, là, dans le séjour, contre ce mur-là, mettre la cuisine. Cuisine ouverte sur le salon avec balcon. Là, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Tu vois ? Donc on regarde juste un peu à quoi ressemble la cuisine. Donc là, je pense qu'elle fait 9 mètres carrés une fois que tu enlèves vraiment tout là. Ça pourrait être intéressant. Ok, c'est le salon, ça. Donc là, tu vois, peut-être le salon il est un peu trop petit. Tu vois ? Ouais, je pense que le salon est un peu trop petit. On va en prendre un autre. De toute façon, lui, il pourrait être intéressant pour un mec qui ne veut pas se prendre la tête. Et nous, on cherche à faire de la renta. Oula, ça c'est pas mal ça. Ça peut me plaire ça. Tu vois, quand c'est moche comme ça, c'est bien. Le but c'est de rénover. Plus c'est moche, plus tu négocies, plus tu fais des travaux, plus tu défiscalises, plus tu fais une plus-value, etc. Tu vois. Alors, bon, on va pas voir les plans de l'appart. Ok, donc lui c'est sûr qu'il est pas loué. 77 mètres carrés, donc là on peut faire quand même pas mal de trucs. Ok, c'est un T5, premier étage sans ascenseur. Ça pourrait poser problème, mais bon, on est premier étage, c'est pas grave. Une entrée, placard, machin, ok, tac. On n'a pas trop de détails, bon, c'est un peu chiant. Ok, si on voit que la zone correspond, on check. Donc là, moi je vois qu'ici, tu vois, ce mur-là, il n'est pas porteur, il est beaucoup trop fin. Ouais, ce mur-là, il est pas... Ah. Non, pour moi, il est... Ok, pour moi, il n'est pas porteur. Donc attends, parce que du coup, on était de l'autre côté. Donc là, on a la fenêtre qui est de là. Ok. Donc là, tu vois, on est... je pense qu'on a un double séjour. Ouais. Donc là, on a un premier séjour ici. Je pense pas que ce soit une chambre. Et un deuxième ici. Donc là, ici, tu vois, dans ce séjour-là, ici, ça se transforme en chambre. Donc comme ça, je fais une chambre supplémentaire à l'intérieur. Ok, je te remontre un dernier, comme ça au moins tu as vraiment compris le truc. J'aimerais bien un truc qui passe bien là. On vient de le voir celui-là. Hop, celui-là non. Un truc qui, tu vois, faut vraiment prendre des trucs qui sont pas trop rénovés. Oh, ça m'intéresse. Déjà, tu vois ici, on va pas regarder la description. On s'en fout. Là, je vois que c'est un double séjour. Tu vois l'arche ? Bah nous, pof, on va fermer. Et ici, par exemple, ça va pouvoir être une chambre et ici le séjour. Donc là, on crée une salle de bain, une chambre supplémentaire. Là aussi, ça peut être intéressant. On a les fenêtres. Si la cuisine fait 9 mètres carrés, on réaménage tout. Paf, on fait la chambre à l'intérieur avec les 2 fenêtres et la cuisine, elle bascule dans, du coup, ici, le séjour. Ok ? En plus, c'est un double séjour, donc il y a largement la place. D'accord ? Donc voilà, ce type de bien, il aurait pu être cool. En plus, il est bien vieux comme il faut. Donc là, c'est un truc qui se négocie. Tu vois, il est à 136 000. Ah, là, avec une bonne négociation, tu le descends à 100 000, quoi. Facile, hein, 98 000, 100 000, assez facilement.
faut savoir que tous les projets immobiliers sont au moins gonflés de 20 000 euros. Tous, 15-20 000 euros. Sauf s'il est là depuis longtemps, qu'il a déjà été descendu au maximum, tu vois. Mais ils sont tous gonflés. Ok. Bon, tu as compris comment faire une optimisation. D'accord. Quand on optimise un projet immobilier, ben voilà, faut absolument regarder où est-ce qu'on peut créer une chambre et une salle de bain supplémentaire. Pour les salles de bain, ben en fait, quand tu as les plans de l'appart, tu regardes tout simplement les entrées, les sorties d'eau. Tu vois. Si jamais tu as les entrées et sorties d'eau au milieu de l'appartement, c'est nickel. Tu vois, tu sais que tu vas pouvoir optimiser. D'accord. Bon. Alors, admettons, ce projet-là, il nous plaît. Ok, on peut vraiment faire des choses intéressantes à l'intérieur. D'accord. Tiens, juste te montrer un truc. Tu vois ici, par exemple, dans le salon, donc là, je te prends comme si on n'avait pas encore vu l'appart, tu vois. J'aurais pu faire. Là, je me dis, ok, je peux créer une chambre ici. Et là, vu que c'est un placard, donc qui est enfoncé vers l'intérieur du coup de cette pièce, et ben j'aurais pu faire ici le fermer et du coup créer une salle de bain privative à l'intérieur. Ok. Donc de cette chambre là, ça aurait pu être intéressant. Et c'est dommage que j'ai pas mon autre PC parce que j'ai les plans des apparts que j'avais chopés sur Chambéry où justement c'était que des modifs comme ça que j'avais fait à l'intérieur. Alors, ok, donc le projet immobilier il est good. Ok, on l'a validé. Donc là, bah, du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est contacter la personne. Donc ici, pauvre, tu prends le numéro, tu envoies un message ou tu l'appelles, tu dis que tu serais potentiellement intéressé, d'accord, que tu aimerais visiter. Tu vas demander donc des informations supplémentaires avant de faire ta visite. Parce que ça sert à rien de faire une visite si au final le projet va bloquer à cause des documents que je vais te dire ici. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander dans un premier temps les plans de l'appart. S'il les a pas, c'est pas très très grave. Ok, voilà, mais on va quand même demander les plans de l'appart. Deuxième point, on va demander le DPE. Même si c'est fourni ici, le DPE, bah, il peut être faussé ou autre. Donc c'est le diagnostic de performance énergétique. Tu vois, ça c'est un outil de négociation ultra puissant. Pour ceux qui ont peur d'investir dans l'immobilier, forcément, ils vont avoir peur d'acheter un projet immobilier avec un DPE qui est ultra haut. Pas comme celui-là. Attends, je vais essayer de t'en trouver un. Il faut savoir que le diagnostic de performance énergétique, quand tu arrives aux lettres F, G, tu ne peux pas mettre en location ton appartement. Attention. Et ouais. Du coup, il y en a qui ont peur de ça, qui disent non, moi jamais j'investirai là-dedans. Mais en fait, si tu investis là-dedans, c'est-à-dire que le mec ne peut pas louer son appart derrière. Et s'il a déjà un crédit en cours dessus, il n'a aucune rentrée d'argent du coup. Donc là, tu vas pouvoir négocier, mais vraiment fort. Tu vois. Donc c'est un gros plus. Ah, peut-être que celui-là, il est en lettres. Ah, c'est même pas marqué. Ouais, donc lui, tu vois, il doit être. Oui, bon, reste à voir, hein, vu l'état du truc. Tu vois, donc ça, un appart comme ça, qui est en classe énergétique super basse, ça pourrait être intéressant. Et 59 000. Là, il y a anguille sous roche, les gars. Je vous le dis direct. Il y a soit trop de trucs à refaire, soit on est dans un quartier. Comment on reconnaît les quartiers? On regarde par les fenêtres. Boum, barre d'immeuble ici. Donc là, ça peut être. Faut faire attention. Ouais. Quand tu vois des grosses barres d'immeubles comme ça, bon, de toute façon, tu as fait l'étude de marché, donc tu sais les quartiers à ne pas cibler. Mais bon, ça peut être. Faut faire attention. Ok. Donc voilà, par téléphone, on va demander le DPE, les plans et surtout, les gars, le règlement de copro. Pourquoi le règlement de copro? J'ai changé de PC là il y a 2 jours, donc j'ai pas tout pour te montrer en direct, mais en gros, dans le règlement de copropriété, tu peux avoir une clause qui va te dire, donc c'est ce qu'on appelle une clause de bourgeoisie stricte, donc déjà qui va interdire tout usage commercial dans l'appartement, donc c'est-à-dire le Airbnb qui est un usage commercial, donc tu ne pourras pas faire de Airbnb à l'intérieur si tu as voulu le faire. Donc imagine un peu le mec qui connaît pas ça, il achète un appart. Il fait tout pour le Airbnb, il achète jacuzzi, machin, pour faire un truc haut de gamme. À la fin, il se retrouve, il peut pas louer. T'imagines? Ah, comment ça pique? Et puis va essayer de revendre ça, hein. Oui, pourquoi pour vendre un appartement tout neuf que vous avez acheté il y a 2 mois, machin, etc. Machin. Tu vois, donc faut faire très attention. Ensuite, pour savoir, alors pour la coloc, t'es pas trop impacté. Le seul truc qui peut t'impacter dans le règlement de copro, c'est si jamais il y a une clause qui dit que tu ne peux pas faire de baux multiples. C'est-à-dire que tu ne peux pas louer chambre par chambre ton appart. Alors, t'inquiète pas, il y a une solution à ça. Tu vas faire un seul et même bail pour l'ensemble des colocataires et au moins t'es nickel. Le seul inconvénient, c'est que là, c'est un locataire qui se barre. Bon, dans ce cas-là, tu vas 2 fois refaire un bail avec le prochain locataire en place, plus les prochains locataires qui vont arriver, plus les 2 nouveaux qui sont en place, tu vois. Donc, c'est un peu le seul inconvénient, mais même ça, je vais te montrer comment le déléguer, donc t'es tranquille.
Ok, nickel. Donc, t'appelles, ok, il t'envoie les docs, tu fais qu'une visite. Ok, la visite. Alors, analyse, pas mal. Donc, l'analyse, bien sûr, il faut que tu la fasses beaucoup plus poussée que je viens de te montrer, ce que je te montre ici. Hein, ok. Mais en gros, là, au moins, tu as déjà les bases. Il est où mon petit verre, là? Voilà, il est là, mon petit verre. Programmer les premières visites. Alors, ah, ok, ouais. Donc, entre les deux, tu vas t'as demandé, appeler et demander les documents. Programmer les premières visites. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de programmer en une journée 2 ou 3 visites. Comme ça, tu ne te déplaces pas tout le temps, etc. Ok. Quand tu arrives lors de tes visites, donc tu te fais une fiche entière et c'est ultra important. Ta visite, elle va se faire en plein d'étapes. Ok. Donc déjà, tu te rends 20-25 minutes avant la visite sur les lieux, ok, de la visite. D'accord. Tu te rends sur les lieux, tu essaies de repérer l'immeuble par rapport à l'adresse. Tu regardes l'immeuble. Okay. Si tu arrives à voir des personnes qui sortent de l'immeuble ou des passants pas loin, etc., tu leur demandes si le quartier est craint. Okay. Ou alors, comment est-ce qu'ils trouvent le quartier. Okay. Voilà, bonjour, je vais venir habiter ici avec ma famille. Comment est-ce qu'il est le quartier? Est-ce que ça craint un petit peu? Est-ce que c'est un quartier en développement? Est-ce que tout le monde est cool? Est-ce qu'il y a de la criminalité? Tu vois. Le passant, lui, va te répondre directement oui, non, etc. Machin. Ok. Ensuite, essaie de voir s'il n'y a pas un commerçant aux alentours. Dès que tu vois un commerçant, tu vas le voir, pareil, tu lui dis oui, bonjour. Les mêmes questions. Et lui, généralement, il va être un peu plus sur le truc où il va essayer de te vendre le quartier parce qu'il a son commerce. Donc, il va te dire les gros points forts du quartier. Ok, et le passant peut te dire plus les points faibles du quartier. Voilà, tu lui demandes. Ok, nickel. Ensuite, tu te rends devant la façade de l'immeuble, tu commences à checker. Donc, moi, je serais toi, je ferai une fiche avec façade, bon état, mauvais état, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'il y a des moisissures, etc. Ok, l'agent immobilier arrive. Très important, là les gars, on va jouer sur le mindset, donc dans la tête, etc. On va rentrer dans la psychologie du mec. Essayez de faire un peu copain-copain avec l'agent immo. Dites-vous que ce mec-là en face de vous, il est là pour vous vendre le bien, c'est son métier. Que ce soit un quartier qui craigne ou pas, lui, il va toujours vous dire ouais, non, t'inquiète pas. Ok. Donc essayez de trouver des points communs. Ah bonjour, ouais, vous habitez ici, vous connaissez bien. Il va te dire ouais, j'habite ici ou non, j'habite plus vers là. Ah putain, ouais, je connais ce secteur et tout, j'ai de la famille, c'est pas mal et tout, machin. Et au fur et à mesure, vous essayez de faire un peu copain-copain. Voilà, essayez de savoir quel sport il fait, ce qu'il a de hobby, tu vois, des trucs comme ça. Et à chaque fois, trouver des trucs similaires avec vous pour par la suite avoir déjà plus facile pour négocier le projet et puis vraiment avoir des infos sur le projet immobilier. Ok. Des infos que vous n'aurez pas dit lors de la première visite. Alors, vous commencez, donc vous arrivez, tac, vous prenez donc, vous arrivez dans le hall, vous checkez dans un premier temps la porte. Est-ce que c'est une porte qui se ferme qui s'ouvre via une carte? Est-ce que c'est un digicode, etc. C'est important ça aussi pour l'automatisation, tout ça, tout ça. Ensuite, vous allez regarder le hall. Si les gars, c'est un hall qui pue, si c'est un hall qui est moche, attention à l'état, les gars, de tout l'immeuble, etc. Ça peut dire que la copropriété n'est pas en bonne santé. Ok, donc des personnes qui ne payent pas, voilà, bref. Ok. Ensuite, vous allez commencer à checker. Donc, une fois que vous avez checké ça, vous allez prendre l'ascenseur s'il y a un ascenseur. Ok. Et vous allez voir que du coup, quand vous allez quitter les lieux, vous allez prendre les escaliers. Généralement, c'est les escaliers, tout ça, où il y a tout ce qui est compteur, arrivée d'eau, enfin les compteurs d'eau, tout ça. Et c'est généralement là où il y a le plus de dégâts. Bref, vous prenez l'ascenseur, hop, vous arrivez dans l'appart. En 2 visites, vous allez faire l'appart, les gars. Ok. La première visite, alors pas de jours différents, le même jour, hein, vous allez faire en fait en 2 parties la visite de l'appart. Première partie, vous allez regarder toutes les pièces, vous allez mesurer les pièces, etc. Donc tu vas te munir d'un télémètre. Ça coûte genre 2-3 balles. Ok, t'appuies, ça te fait les dimensions de la pièce. Et tu vas te faire tes plans. Tac, machin. Ok, ce mur il est porteur. Porteur, pas porteur. Comment on devine? Très simple. Tu tapes, si ça sonne creux, c'est pas porteur, donc tu peux le démolir. Si ça sonne plein, c'est porteur, donc tu peux pas le démolir. Ok. Tac, tu tapes, machin, tu fais tes diamètres, tu notes, ok, dans telle pièce, je peux faire ça, ça, ça. Ok. Deuxième tour d'appart. Là, tu vas noter, ok, le parquet, il est à refaire. Les murs, il y a de la moisissure. Ce que tu peux prendre, si tu es dans une zone qui est humide, tu vois, il y a des villes qui sont humides, tu vois. Par exemple, Annecy, tu vois, avec le lac, c'est un peu humide, etc. Tu te prends c'est un truc qui va mesurer l'humidité que tu peux mettre dans les murs. Ça, au moins, t'es tranquille. Ça coûte pas très cher. Donc, tu fais ta deuxième partie de visite, tu commences à noter voilà, les travaux qu'il y a à faire dans l'appart. Et là, les gars, et là, je veux que tu notes ça.
là, je veux que tu notes ça. Tu vas me noter ces questions que tu vas poser au vendeur parce que c'est des questions que tu vas devoir mettre en avant quand tu vas négocier. Ok. Première question. Depuis combien de temps est-ce que l'appartement est en vente? Là, s'il te dit, putain, ça fait 1 an qu'il est en vente, ok. Tu sais qu'il y a une marge de négociation. Ok. C'est quoi les raisons de la vente? Deuxième question. D'accord? Très important, il faut absolument que tu essaies de découvrir le pourquoi. Même s'il te dit, ah, c'est un peu indiscret, tu dis, oui, voilà, j'aimerais savoir si se passe un truc dans l'appart ou autre. Ok. Si le mec, il te dit, bah voilà, je prends un exemple, c'est un héritage. Ok. Si le mec, il dit que c'est un héritage, mais mec, c'est tout bénef pour toi. Ça veut dire que derrière, admettons, tu as, je sais pas moi, tu as 5 héritiers et que tu veux négocier de 20 000 euros. Ok. Tu veux négocier de 20K l'appartement en termes de négociation, ça diminue que de 4 000 euros en fait la part de chaque héritier. Tu vois. Donc en fait, ça peut aller super vite une négo. Si c'est un mariage, un divorce plutôt, ça veut dire que les personnes sont pressées, etc. Tu vois. Donc tu peux poser la question, ah ouais, les personnes sont pressées de vendre, oui, donc la négociation plus forte. Ok. Est-ce qu'il y a déjà une offre d'achat sur ce projet immobilier? Parce que là, mon gars, très important, tu peux visiter un appartement qui est affiché à 110 000, mais ça se trouve, il y a une offre d'achat qui a été faite à 80 000 et qui avait été acceptée. Jusque le futur acheteur, il n'a pas eu son crédit. Donc déjà, tu sais que tu pars de 80 000 euros pour négocier. Tu vois, très important. Est-ce que la personne, quel âge a la personne ou quand la personne a acheté, plutôt dit, quand est-ce que la personne a acheté le logement? Si le mec lui dit, voilà, la personne, ça fait 50 ans qu'elle a acheté le logement, elle a plus de crédit en cours. Donc en soi, on aurait une meilleure négociation dessus. Tandis que s'il dit la personne a acheté à 3 ans, donc là, tu sais déjà que la personne, peut-être qu'elle a un crédit en cours, donc elle veut faire une plus-value, etc. Machin, donc plus dur pour négocier. Ok, tu poses toutes ces questions-là. Et la dernière question, la plus ultime, les gars, c'est est-ce qu'il y a une marge de négociation? Et après avoir posé cette question, plus un seul bruit. Ok, très important, vous ne dites rien et vous laissez l'agent immobilier ou le vendeur parler. D'accord? Et vous notez tout ce qui répond. Ah oui, vous savez, il y a une marge de négociation. En plus de ça, ça a déjà été fait à 80 000 euros. Ça fait 1 an qu'il est loué. Peut-être qu'il peut vous dire, le propriétaire est assez têtu. En vrai, son appartement, il en vaut que 70 000. Ok, tout ça, vous le notez, les gars. D'accord? Ok, vous notez tout ça, machin. Vous refaites un petit tour d'appart. Vous pouvez reposer 2-3 questions. Mais par contre, jamais vous proposez un prix en direct. Ça, les gars, arrêtez. Parce que là, pour le coup, si le vendeur est là, lui, il n'aura pas un temps de réflexion. Il a rien pour se dire pourquoi il veut négocier 30 000 euros, le mec. Qu'est-ce qu'il me veut, tu vois? Il a rien, il n'a pas de preuves pour s'appuyer sur ces trucs-là, tu vois. Donc dans ce cas-là, tu dis rien, tu rentres chez toi, et là, tu te poses et tu fais ton offre de négociation, ton offre d'achat. Et là, mec, tu vas sur ChatGPT et tu notes tout. Il y a ça, tu dis, voilà, je vais faire une offre d'achat avec négociation. L'appartement, il y a ça à refaire. Déjà, ce que tu peux faire, en amont, tu appelles toutes les agences et toutes les agences de rénovation de ta ville avant la visite. Tu leur demandes le prix moyen de rénovation pour la rénovation d'œuvres classiques. Pas de gros œuvres, pas de petites œuvres de classiques. Ok. Ils vont te dire, nous, on prend entre 200 et 400 euros du mètre carré. Ok. Et donc, quand toi, tu as visité, tu as vu les chambres, tu as pris les diamètres des chambres, tu vas faire ton calcul. Ok, 60 mètres carrés à rénover à 200 euros, par exemple, par mètre carré. Je suis nul en calcul, les gars. Même si ça peut paraître simple. Voilà, tu vois, ça fait 12 000 balles. S'ils prennent, je sais pas moi, 800 euros par exemple du mètre carré, tu as une superficie de 60 mètres carrés dans ton appart, 48 000 euros. Donc tu sais que ça va être le plus haut, parce qu'à chaque fois tu négocies. Et donc ça, tu vas devoir l'inclure dans tes travaux, tout ça. Ok. Et donc ça, tu le balances dans ton négociation. Voilà, j'en ai pour tant de travaux, en fonction des agences, c'est à peu près tant, etc. Voilà, tu mets tout dans ton offre de négociation. ChatGPT te l'a fait. Sinon, tu le fais après, toi de ton côté, l'offre de négo, il n'y a pas de souci. Ok, une fois que ça c'est bon, dans l'offre d'achat, moi j'aime bien inclure, quand je vois que l'appartement, ça fait un moment qu'il est en vente. Ok, donc admettons l'appartement il est à 110 000, d'accord. Je sais qu'il y a eu une offre qui a été faite à 80 000 euros dessus. Moi l'offre, je vais la taper à 65 000. À peu près, tu vois, 15 000 euros de moins. Et par contre, je vais mettre que du coup, il y a une clause de temporalité, ok, dans l'offre d'achat. C'est-à-dire que je vais dire, là, je te fais l'offre d'achat
à 65 000. Je suis finançable. Regarde, j'ai eu un retour de ma capacité d'emprunt, machin. Je suis finançable par la banque. Ça. Il y a ça dans l'appart qui va pas. Il y a ça qui va pas. Il y a ça à refaire, etc. Machin. Donc j'en veux 65 000 euros. Ok. Vous avez une semaine pour accepter mon offre. Au bout d'une semaine, l'offre est caduque. Ça, je le fais pour les appartements qui sont là depuis longtemps. C'est un appartement qui est là depuis 2 jours en off-market. Je vais pas commencer à faire le malin, tu vois. Donc ça, je le fais quand l'appartement est là depuis un moment. Boum, je balance la clause de temporalité. Ok. Boum, c'est accepté. Nickel, super, bravo. Donc du coup, première visite, c'est good. Hop. Pareil, je te conseille de filmer aussi l'appart, de prendre des photos, etc. Emmener une personne avec toi qui, elle, va te filmer aussi. Comme ça, tu peux avoir une vue d'ensemble de plein de trucs. Toi, tu peux à la fois noter pendant qu'elle filme l'appart. Calculer le prix des futurs travaux et de ton cash flow. Alors, bon, ça, si je commence à te faire ça dans cette vidéo, c'est très compliqué. Tu te rends sur Internet, tu as différents simulateurs, etc. Et en plus de ça, pour calculer vraiment ton cash flow, tu as pas mal de valeurs à prendre en compte. C'est pour ça que nous aussi, on a de gros simulateurs mis à disposition pour les membres parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, que ce soit des simulateurs de travaux ou des simulateurs de cash flow. Mais voilà, tu as des simulateurs sur Internet, etc. Voilà, tu prends toutes tes charges, tu prends toutes les charges du projet immobilier, ton futur crédit, etc., tes mensualités, enfin absolument tout. Et de toute façon, sur Internet, tu as pas mal de trucs de cash flow. Même avec ChatGPT, tu peux facilement trouver. Ok. Pareil pour le prix des travaux. Pour le prix des travaux, une fois que tu as validé ton projet immobilier, etc., que l'offre d'achat est validée, tu refais une deuxième visite avec une agence de rénovation cette fois-ci qui va calculer les travaux par rapport au projet que tu veux faire de création de chambre, tout ça. Ensuite, donc voilà, donc tu as fait ton offre d'achat, donc tout ça c'est bon. Ok, tu as eu un retour de ton devis vraiment qui est carré béton. Tu as fait ton offre d'achat, tout ça. Il y a des clauses par contre, je reviens là-dessus. Il y a des clauses à mettre dans l'offre d'achat. Ok, par exemple, que tu ne verses pas d'acompte. Même dans l'offre d'achat. Il y en a qui vont se dire oui, mais non, ça normalement c'est juste dans le compromis de vente. Non, c'est dans l'offre d'achat également. Il y en a qui le disent. Tu ne mets zéro acompte. Tu verses 0 euros. D'accord. Tu mets pas une. Des fois, ils peuvent te dire ouais, veuillez verser 5 000 euros pour booker l'appartement. Non, tu verses rien du tout. Ok. S'ils te demandent tout ça et qu'ils ne veulent pas négocier, ciao, tu passes à un autre. Ok, ensuite, donc trouver le notaire. Ok, tout a été accepté, nickel, parfait. Maintenant, il faut trouver le notaire. Donc c'est très simple, regarde, tu vas sur Maps. Voilà, il y a bien des... Et voilà, tu vois. Paf, tu tapes un notaire. Thermis. Thémis, il me semble que c'est une chaîne, ils sont bien. Bref, tu te renseignes au niveau des notaires, tu regardes les avis, tout ça. Bon, tu prends ton notaire. Une fois donc que tu as ton notaire, tu lui expliques voilà, que tu as trouvé un projet immobilier, machin, etc. Tout ça. Ok, lui va dire ok, pas de souci, bah, je vais rentrer en contact avec l'agent IMO. Bref, ils vont rentrer en contact, ils vont faire les papiers, ils vont te demander des papiers sur toi, tout ça. Tu leur envoies tout et tu envoies à ton notaire certaines clauses qui sont super importantes. D'accord. Alors là, je peux pas toutes les citer parce que de tête, je les connais plus. Mais en gros, tu vas par exemple citer la clause comme quoi si jamais tu fais un crédit, en fait, tu t'achètes le projet immobilier entièrement à crédit, tu mets pas de dépôt de garantie. Un dépôt de garantie, c'est quoi? C'est en gros quand tu fais ton projet, si jamais tu n'as pas de financement en fait derrière. Alors, les banques peuvent te refuser, ça c'est bon. Ok, mais si jamais par exemple, je sais pas moi, tu découvres qu'il y a un truc dans l'appart ou que finalement tu as une meilleure opportunité à côté, etc. Et bah, si tu te retires de la vente, tu vas leur devoir, je sais pas moi, 5 à 10 000 euros au vendeur pour le temps perdu, etc. Donc tu mets bien que tu veux pas de dépôt de garantie. Ok. Très important. Ouais, il fait super chaud. Je vais remettre un peu la clim. Ok, donc tu mets pas de dépôt de garantie. Ensuite, tu dis les clauses classiques. Voilà, tu leur dis. Généralement, le notaire a déjà mis pas mal de clauses dedans. Mais tu leur dis pareil que si la personne décède, bah, la vente, elle se fait toujours. Tu vois, si la vente n'est pas donnée à ses enfants, etc., et toi, tu perds la vente. Si jamais il y a un vice caché dans l'appartement, tu peux te retourner contre le vendeur. Si jamais il y a des clauses aussi qui passent, par exemple, tu veux faire du Airbnb, si jamais il y a une clause de bourgeoisie stricte qui passe dans l'appart, dans le règlement de copro, ça pareil, hop, tu vois, tu dis que du coup, tu n'achètes pas l'appart. Voilà, plein de petites clauses comme ça qui vont te permettre de te sauver de la vente et de favoriser en fait la vente, toi, de ton côté. Parce qu'en fait, dis-toi une chose, c'est que le notaire du vendeur
enfin le tien est là pour défendre tes intérêts, du vendeur est là pour défendre ses intérêts, le notaire de l'acheteur est là pour défendre toi tes intérêts. Donc ne prends surtout pas le même notaire que le vendeur. Ok, nickel. Du coup, tu as ton notaire, tu as signé les premiers compromis. Ben voilà maintenant l'étape du financement. Tu as à peu près 3 mois pour justement faire ton financement. Pour obtenir ton financement. Alors, comment est-ce que tu vas obtenir toi ton financement? Tu as 2 méthodes. La première, c'est soit par ta banque. Tu as tes capacités d'emprunt, donc c'est good. Tu vas voir ta banque, tu dis voilà, vous m'avez dit ça, 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 machin. Deuxième méthode, c'est directement de passer par un courtier si tu n'as pas le temps. C'est intéressant de passer par un courtier. Alors, hop. Donc ça, c'est good. Alors, dans tous les cas, il y a des choses que tu vas devoir négocier. Première négociation, que ce soit avec le courtier ou alors que si toi, tu passes avec ta banque, ça va être le 110%. Donc, si tu passes par ta banque, il faut que tu te fasses un dossier carré béton avec des prévisionnels sur ton projet immobilier, avec les fluctuations de valeur dans ta ville d'investissement, ta future plus-value, avec tes futurs travaux, combien est-ce que tu vas pouvoir générer de bénéfices en différé total, en différé partiel. Donc, le différé, c'est une période pendant laquelle tu ne vas pas payer ton crédit immobilier. Trop puissant, les gars. Des fois, pendant 3 ans, tu ne payes pas ton crédit parce que tu as un différé de 3 ans. Bon, c'est le maximum. Mais du coup, admettons, tu fais une coloc de... Il y a un gars dans l'accompagnement, Alexandre, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, ça m'étonnerait vu que tu es déjà sur plusieurs projets, mais il y a un gars, tu vois, dans l'accompagnement qui s'appelle Alexandre, qui est gendarme mobile, qui investit du coup à Bordeaux sur Mérignac. Il a fait 4 chambres à 750 € par chambre. Il a à peu près à 3 000 € de loyer tous les mois. Il est en différé pendant 2 ans total. Donc, tu as 2 types de différé. Tu as le total et le partiel. Le total, tu payes que les assurances de ton projet, donc 20-30 balles. Le partiel, tu payes les intérêts. Et lui, il est en différé total. Et le mec, du coup, il stocke quasiment 3 cas de loyer tous les mois. Donc, tu enlèves les charges, etc. Il doit être à 2005, 2006 tous les mois sur un compte pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, c'est comme si, du coup, il venait juste de commencer à faire son crédit. Comme s'il venait de faire son crédit. Et il commence à rembourser. Et pareil, il est à 600 €, je crois, de mensualité tous les mois. Tu vois, donc il est à 1008, 1009 de bénéfices nets dans sa poche. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. C'est exactement ce type de projet que je veux que vous fassiez. Du coup, donc le premier truc à négocier, c'est le 110%. Alors, qu'est-ce que le 110%? C'est le fait de ne pas mettre d'apport dans ton projet immobilier. En étant militaire, tu as beaucoup plus de facilité, notamment si c'est ton premier projet immobilier, donc tu es primo-accédant sur le 110%. Donc, c'est beaucoup plus simple pour toi de ne pas mettre d'apport dans ton projet. Généralement, la banque, elle te dit de mettre 10 000 € d'apport. Pareil, un mec qui ne sait pas ça, il fait tout le processus de son projet immobilier, il arrive au financement et il dit, la banque lui dit non, il te faut 10 000 €, le mec n'a pas 10 000 €, c'est fini, tu vois. Donc non, c'est important, vous dites bien que vous voulez un 110%, donc le fait de ne pas mettre d'apport dans votre projet. Donc ça, tu as plein de méthodes pour le négocier, etc. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être trop long, mais tu as plein de méthodes pour le négocier et tu peux très bien dire, voilà, moi je mets tant maintenant sur un compte en banque, je prends telle carte de crédit chez vous, je transfère, voilà, je sais pas, admettons tu as une assurance vie dans une autre banque, tu transfères l'assurance vie dans la banque, etc. Plein de méthodes. Le deuxième point qu'il faut négocier, c'est le différé, ce que je viens de te parler juste avant, le fait de ne pas payer ton crédit pendant plusieurs années. Ça te permet de faire une trésorerie. Donc le but, c'est de négocier un différé total de 3 ans. Si jamais tu ne veux pas, tu négocies 2 ans. Si tu ne veux pas, tu négocies 1 an. Si tu ne veux pas, tu négocies un différé partiel, etc. etc. Pareil, ce qu'il va falloir que tu négocies, c'est ce qu'on appelle les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Ça, c'est si à un moment tu veux vendre ton projet parce que tu as envie de, je sais pas, tu veux faire une plus-value, je sais pas moi. Tu veux le revendre dans 10 ans parce que tu as déjà plein de projets immobiliers et que tu veux en vendre pour avoir du cash, pour acheter ta résidence principale ou autre, quand tu vas revendre ton projet, la banque généralement, elle te demande de payer des indemnités de remboursement anticipé parce que tu rembourses par anticipation ton crédit immobilier et ça peut chiffrer. Donc tu dis que tu veux justement enlever cette clause-là d'indemnité de remboursement anticipé pour ne rien payer si tu rembourses par anticipation de ton projet. Ouais, j'espère que je vais pas trop te perdre parce que je commence à employer des termes, mon gars. Ensuite, si tu passes par un courtier, c'est beaucoup plus simple. Je t'ai dit, voilà, je veux ça, 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 ça. Et il va démarcher les banques. Dis à ton courtier, pareil pour ta banque, essaie de cibler les organismes de cautionnement intéressants. Les organismes de cautionnement, ce sont des organismes clairement qui vont valider ton crédit. Il faut savoir que demain, si tu fais un crédit immobilier, tu vas voir ton conseiller, tu lui apportes un dossier carré béton. Lui, il peut très bien te dire non, mais l'organisme de cautionnement au-dessus t'aurait accepté. C'est pas lui qui dit oui ou non pour ton crédit, hein. Attention les gars, c'est l'organisme de cautionnement qui est au-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, tu es là, tu es pas là pour demander un crédit, tu es là pour lui vendre un projet. Tu vas lui vendre un projet immobilier qui est ultra intéressant et lui il va avoir envie de travailler avec toi. Donc lui, quand tu vas voir ton projet avec tous les trucs, etc., il va te dire ah ouais,
Ça, c'est un projet qui génère du bénéfice. Il va te dire ouais, c'est possible, mais il en parle à son conseiller, au directeur d'agence. C'est lui qui peut valider. Okay, dès que ça c'est validé, c'est envoyé plus haut à ce qu'on appelle l'organisme de cautionnement. Donc ton conseiller immobilier peut très bien te dire ouais, carrément, vas-y, c'est bon. Mais l'organisme de cautionnement au-dessus te dit non. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des organismes de cautionnement à cibler. Comme par exemple, étant donné que tu es militaire, tu vas essayer de cibler l'organisme de cautionnement appelé la CASDEN, qui va travailler avec les fonctionnaires et les militaires, quoi. Ok. Donc ça c'est good. Faut savoir que si tu démarches toi-même les banques, essaie de prendre directement rendez-vous avec les directeurs des banques. Ok. Pourquoi ? Parce que eux, déjà, ils ont beaucoup plus de pouvoir et d'influence. Mais en plus de ça, c'est qu'ils ont la possibilité de te faire un crédit interne en banque sans passer par l'organisme de cautionnement en utilisant l'hypothèque à hauteur de 150 000 euros. Donc en fait, si ton projet immobilier il coûte 140 000, bah, tu n'as même pas besoin de passer par l'organisme de cautionnement, d'attendre, etc. Tu as direct ton projet. Ça peut être une étape aussi qui peut être importante à prendre en compte. Ok. Voilà, après, tu as plein de trucs à négocier par rapport à ton projet, etc. sur le projet IMO et le crédit. Alors, obtention du crédit, donc comme je dis, voilà, il y a deux choix. Ok, ça c'est bon. Ok. Ou le faire seul. Voilà, trouver un bon financement, surtout faire un bon dossier. C'est-à-dire que tu arrives, quand tu dis, voilà, je voudrais un rendez-vous pour... tu démarches toi-même la banque, tu dis, voilà, je voudrais un rendez-vous pour un crédit IMO, etc. Ils vont te demander en amont des dossiers, généralement. Donc toi, ces dossiers-là, donc fiches de paie, machin, etc., tu les imprimes en plein de fois parce que tu vas pas faire qu'une banque. Hein. Attention, voilà, ça commence à m'énerver. Parce que je vous vois venir. Les gars, il y a trop de personnes qui disent, ouais, l'immobilier, c'est impossible, ils ont refusé mon financement, c'est impossible d'investir quand tu es militaire. Ah, mais les gars, si vous arrêtez qu'à une seule banque, c'est plus dur, attention. Hein. Quand tu démarches toi-même les banques que le courtier, par contre, tu peux avoir beaucoup plus d'avantages. Hein. Pour ça, en fait, les deux sont bien. Mais si tu fais toi-même les banques, mais sois prêt des fois à faire 10-15 biens. Mon tout premier projet immobilier, c'est ce que j'expliquais là dans une vidéo là, où j'expliquais comment j'ai commencé mes projets, etc. Là. En gros, j'explique que mon tout premier projet immobilier, j'ai fait 13 banques. Et j'ai été accepté à la 14e. Imagine, j'aurais arrêté à la 11e. Bah, je serais sans doute le mec frustré qui dirait à tout le monde non, investir dans l'immo, c'est pas possible, tu vois. Donc, faites le plus de banques possible. C'est super important. Ok, t'en fais une dizaine. Si tu vois que c'est pas bon, bon tu donnes à un courtier et puis il va démarcher pour toi. Voilà, le courtier, pour ceux qui savent pas, hein, c'est vrai que il y en a, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent, mais il y en a peut-être qui savent pas. C'est un mec qui va en fait aller chercher les financements à ta place. Voilà, et puis toi, tu le payes une partie. Et c'est pour ça d'avoir de très bons courtiers. Tu vois, nous, Alexandre ou tous les gars comme ça qu'on accompagne, on a des courtiers en interne qui sont eux spécialisés en investissement immobilier que pour les militaires. Et on en a même un qui est spécialisé pour les gendarmes mobiles et départementales. Ok, du coup, donc voilà, tu y vas donc à la banque, tu y vas avec ton dossier en fait qui est ultra carré béton. Tu vois, ton dossier, il est vraiment, vraiment carré. C'est-à-dire que tu as absolument tout, tu as tout ce que la banque va te demander. Tu lui donnes comme ça, tu achètes par lot des pochettes plastiques. T'arrives, en fait, il faut que la banque, elle soit blasée, elle soit là. Wow, c'est qui ce mec, tu vois, c'est un militaire, mais c'est un investisseur de malade aussi. T'arrives, machin, bien habillé. Oh les gars, trop important. Et commencez pas à venir en tri, commencez pas à venir là en claquette, en short, etc. Essayez de bien vous habiller. Petite chemise, petit pantalon, petite chaussure, tu vois, classique. Machin, t'arrives, c'est ta petite pochette. Enfin, t'as ton truc avec toutes tes pochettes à l'intérieur. T'arrives, machin. Tu donnes donc en premier, tu vas arriver, tu vas donner ta pochette avec tous les documents que la banque t'avait déjà demandé en avant, mais tu redonnes. Fiche de paie, machin, tout est trié. Deuxième truc, tu lui expliques ton projet. Voilà, regardez, ça c'est l'étude de marché de la ville. Vous voyez voir, il y a une hausse de temps. Le projet immobilier, j'ai déjà signé le compromis de vente. J'ai négocié de temps. En plus de ça, il va pouvoir se louer temps. Regardez, ça c'est le devis de travaux. Machin, c'est ci, c'est ça. Là, c'est la fluctuation du marché. Ça, c'est combien ça me rapporter si vous m'accordez un différé total sur 3 ans, sur 2 ans, sur 1 an. Ça, c'est si je passe en Airbnb. Ça, c'est les demandes. Ça, c'est les amorces locatives. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de demandes. En plus de ça, dites à votre agent immobilier, là, quand vous faites votre compromis de vente, qu'il vous fasse des attestations de valeur locative. C'est ce qui va en fait prouver à la banque que vous allez pouvoir louer tant le projet immobilier en coloc. Donc ça, c'est des attestations de valeur locative, etc. Bam, vous débitez le truc. Okay, est-ce que vous avez des questions, monsieur? Non, ok. Je peux continuer, ouais. Vous arrivez à suivre? Oui. Le but, c'est aussi de laisser lui dire oui un maximum de choses. Comme ça, il prend l'habitude de dire oui, oui, oui. Okay, ça, c'est de la psychologie du closing. Bref, c'est pas le but de cette vidéo. Ok, et troisième fiche, c'est votre fiche perçoit-vous.
Ok, tenez, voilà toutes les infos sur moi. Je suis célibataire, j'ai un contrat de 5 ans. Le montant que vous voulez emprunter à la banque, le montant des travaux, le report de tout votre cash flow sur 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. etc. Ok. Ok, donc une fois que ça c'est good, les gars, c'est la partie la plus stressante parce qu'en fait vous avez bossé avant, mais surtout que bah finalement vous savez pas si vous allez avoir votre crédit, tu vois. Bon, faut pas s'arrêter à une banque. Vous êtes, les gars, si vous faites tout ça, tout ce que je vous ai dit déjà, et en plus ça, vous rentrez vraiment dans les détails de chaque truc que je vous ai dit. Putain, les gars, vous allez cartonner en IMO, vous allez avoir votre crédit, etc. Tu vois. Donc une fois que ça c'est good, que vous avez obtenu votre crédit, ok, vous pouvez souffler. D'accord. Vous signez votre crédit, vous allez avoir un deuxième rendez-vous, donc du coup avec le notaire, où là vous allez signer, l'argent va être versé, vous allez devenir propriétaire. Et là, vous pouvez commencer à souffler. Non, je rigole. Surtout pas, les gars, faut pas souffler à ce moment-là. Deuxième projet immobilier, d'accord, les travaux du premier n'ont pas encore commencé. On s'en fout, les gars, votre fourchette d'obtention de crédit, elle est ouverte. Ils vous ont accepté un premier crédit. Donc forcément, vous en acceptez un deuxième, un troisième. Donc là, les gars, votre fourchette, elle est ouverte. Faut pas attendre à 2 ans là, que les lois changent, etc. Les gars, la fourchette de crédit, elle est ouverte. Vous commencez à investir dans un deuxième. C'est comme ça, les gars. Si vous voulez faire de l'argent, il faut avoir la dalle de ouf, tu vois. Faut avoir la dalle, les gars. En 3 ans, j'ai fait plus de 10 projets immobiliers. Et après, je me suis expatrié sur Bali, machin, etc. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, il faut toujours, premier projet, vous avez signé, machin, etc. Attendez la signature chez le notaire, parce qu'il peut y avoir des couilles. Vous signez la deuxième fois chez le notaire, vous êtes propriétaire, vous cherchez un deuxième projet. Les travaux, ils se lancent. Vous allez sur le premier projet, vous checkez, machin, etc. Mais vous commencez le deuxième. Ok. Bref, on reste sur le premier. Donc, réalisation des travaux. Ok. Donc, vous appelez votre agence. Donc, ce qui est pas mal, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est quand vous allez avoir une offre, admettons, voilà, vous pouvez emprunter 150 000, ok. Votre projet immobilier il coûte 90 000, ok. Donc théoriquement, vous avez 60 000 euros de RAB, d'accord. Donc vous prenez en compte déjà 10 000 euros de charges, de frais, machin, etc. Même de frais de notaire qui vont être financés par la banque. Donc il vous reste 50 000 euros pour les travaux. Admettons, vous avez fait le devis de travaux, tu sais, quand tu as fait ta visite, tu as fait le devis de travaux et le mec, il t'a facturé à, je sais pas moi, 40 000 euros de travaux. Donc il te reste une marge de 10K. Okay, bah dites-lui d'augmenter ce devis de travaux de 5 000 euros. Okay, parce qu'en fait, comme ça, donc ça vous le dites avant, hein. Comme ça, dès que tu as ton financement, la banque va te financer 145 000 euros ou 150 000, tu vois, mais tu as au moins une marge pour les travaux. Ça déjà, ça va te permettre d'être beaucoup plus tranquille. Tu vois, ah mince, putain, j'ai pas prévu ça, ok, tu peux le financer. D'accord. Pareil, très important, putain, en fait, voilà, rentrez bien dans les détails, les gars. Quand vous allez faire quand le mec va visiter avec vous là, l'agent de réno là, pour vous faire un devis de travaux, vous lui dites, regardez, hop, cadeau, vous vous rendez les gars sur ah mince, le site c'est alors attends, Easy Immobilier, je sais plus comment ça s'écrit. Vous vous rendez sur Easy Immobilier les gars. Et ça, en fait, c'est quand vous avez, c'est avant de faire les démarches là, de notaire, tout ça. Quand vous allez, quand le mec va venir faire un devis de travaux là chez vous et qu'il va vous donner votre devis, vous lui dites donc d'augmenter ce devis de travaux, mais vous dites bien d'inclure en fait dans le devis de travaux, si possible, une prestation d'agencement. Et dites-lui pas des meubles, hein, prestation d'agencement, parce que sinon vous allez vous retrouver à payer de votre poche les meubles. Et on parle de des fois de 7 000 8 000 euros pour une coloc de 4 chambres, tu vois. Donc ça fait chier de payer ça de sa poche. Donc après, bon, si vous ne l'avez pas prévu, mais que vous avez augmenté là, après le budget travaux, enfin le devis travaux, c'est bon, tu vois, ça rentre dedans. Mais le mieux, c'est vraiment d'inclure ça en tant que prestation d'agencement à l'intérieur. Ok. Et l'artisan, lui, il te fait ça. Toi, quand tu vas faire le financement, nickel. Et après, lui, il te redonne une autre facture sans prestation d'agencement, mais au moins, dans ton crédit immobilier que tu as sur ton compte, enfin, dans ton enveloppe travaux que tu as sur ton compte en banque, tu as les meubles d'inclus à l'intérieur. Je sais pas si tu vas arriver à me suivre. Bref. Donc, admettons, toi, tu veux faire un T4, donc avec 3 chambres. Ah, mais non. T4, très simple, tu vas sur Easy Immobilier. Ça, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, hein. Et là, tu as tous les packs, mon gars, pour meubler. Par exemple, tu te dis, vas-y, moi, je vais faire un truc industriel. Tu cliques ici. Ah, ça charge. Hein. Voilà. Ton pack, il coûte 5 600 euros. Pour un 3 chambres, tu as 178 éléments.
Et là, tu as absolument tout. Tu as le canapé, les chaises, machin. Tu as toute la déco. Tu vas même retrouver les matelas. Tu peux modifier ton pack. Alors moi, ce que je te conseille, c'est d'enlever les matelas direct parce qu'ils sont éclatés. Ouais, les matelas ici. Ah, putain, ils ont changé maintenant. C'est du combien de centimètres? Attends, je regarde. Ouais, ouais, ah, ok. Moi, je te conseille de mettre des matelas haut de gamme, mais ils m'ont pas l'air dégueu. Donc, ouais, limite. Voilà. Et là, si tu vas te prendre la tête, il y a tout. Comme ça, même ton appart, il est décoré, quoi. Tu vois? Donc là, au moins, tu te prends pas la tête. Après, si tu le fais toi-même, tu économises 1000 euros. Hein, à peu près. Ils prennent une marge de 1000 balles. À peu près. Mais bon. Voilà, au moins, tu te prends pas la tête. C'est compris dans le devis travaux. Surtout que trop bien, tu peux. T'as un truc supplémentaire. Je sais pas combien c'est là. Mais ils viennent, ils t'installent tout. T'as rien à faire. C'est-à-dire que mec, t'arrives, tu pars une journée de chez toi, tu reviens dans l'appart le jour d'après, il est meublé entièrement. Ok. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc tu dis bien de prévoir une marge en plus, etc. Machin. Et puis voilà, tu fais les travaux, tu vas suivre toi les travaux derrière. Tu vas débloquer les fonds à chaque fois pour payer les artisans, etc., etc. Ce que je te conseille, c'est de mettre une clause dans le devis travaux de temporalité. Si jamais voilà, il dépasse de un mois le chantier ou de 2 semaines ou d'une semaine, du coup, ils te remboursent temps, etc. Ça permet de leur motiver parce que tu en as qui sont lents. Ils font du bon travail, il y en a, mais ils sont super lents. Toi, le but, c'est que ce soit loué le plus vite possible. Alors, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire pendant la réalisation des travaux? Comme je t'ai dit, tu peux chercher un deuxième projet immobilier. En plus de ça, tu vas commencer, toi, à chercher les futures personnes dans ton appart. Okay, donc, boum, tu remets une annonce, cette fois-ci avec le vrai, avec ton vrai projet. Tu mets toutes les caractéristiques de ton vrai projet. Et en photo, tu mets des photos fake. On s'en fout. Tu mets des photos fake, mais tu dis bien à la fin de la description que l'appartement est en travaux, etc. Qui serait disponible, je sais pas moi, telle date, machin, etc. Mais moi, ça te permet d'avoir des personnes. Et là, tu vas recevoir des messages des personnes qui sont intéressées. Et ces personnes-là, elles vont booker, bon, bien sûr, gratuitement, mais elles vont booker. Elles vont juste mettre un petit dépôt de 200 euros, tu vois, par chambre, au cas où, si jamais elles se barrent à la fin, toi, tu gardes ce dépôt de garantie. Ok. Mais en gros, ces personnes-là, du coup, tu vas pouvoir leur montrer le suivi du chantier à chaque fois. Et ça va être, en gros, dans leur tête, c'est des personnes qui vont rester longtemps parce qu'ils ont suivi le chantier de A à Z et surtout dans un appartement qui est tout neuf, etc. Donc, généralement, c'est des étudiants que tu vas garder longtemps. Après, sa stratégie, c'est de faire de la hybride. Donc, juin, juillet, août, tu viens les étudiants, etc. Dans ce cas-là, bon, tu t'en fous un peu. Ok, donc du coup, voilà, tu vas commencer à faire ça. Tu vas faire le suivi aussi de ton chantier, hein, très important. Et donc, tu vas commencer à trouver donc les locataires. Donc, tu vas faire tes visites. Pareil, les gars, commencez pas à mettre des annonces sur le bon coin, à répondre à tout le monde, à faire des visites à tout le monde, à perdre du temps. Les gars, on n'a pas de temps. Trop simple. Tu te prends en vidéo. Alors, là, je suis désolé, même si tu n'es pas à l'aise, tu te prends en vidéo. Eh bien, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire visiter l'appartement qui est en travaux. Tu fais visiter, voilà, là, ça va être la chambre numéro 1 avec cette salle de bain, etc. Voilà, on va utiliser ça, machin. Tu filmes tout, tu vas dehors, tu montes la façade, tu montes les places de parking, machin, etc. Quand tu fais la vidéo, tu fais un petit montage avec la localisation, tous les actifs autour. Ah, c'est pas compliqué, hein. Je l'ai fait au début, je connaissais rien. Enfin, j'étais pas un pro d'Internet. Je suis pas un vieux, tu vois, mais j'étais pas un pro des montages, tout ça. Mec, tu vas sur CapCut, sur plein de trucs comme ça, tu le fais facilement, tu vois. Tu montes tes actifs, etc. aux alentours. Et voilà. Et en fait, comme ça, quand les personnes disent ouais, moi je suis intéressé, machin, etc. Ok, pas de souci. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que je t'envoie d'abord la vidéo. Donc, comment est-ce que tu envoies la vidéo? Tu l'envoies pas comme ça. Tu te fais un drive. Sur ce drive-là, donc sur ce Google Sheet ou autre, tu mets donc ta vidéo, tu mets toute la description, etc. machin de ton appart. Tu vas sur un éditeur de liens. Donc tu tapes éditeur de liens, voilà. Tu mets le lien de ton Google Sheet, enfin de ton drive en gros. Tu fais éditer, ça va te donner un lien, d'accord? Et ce lien-là, c'est le lien que tu vas tout simplement donner aux personnes. Voilà, tu vas leur envoyer. Ils vont cliquer dessus, ils vont tout avoir. Au lieu d'avoir un vieux drive, etc., enfin, tu auras toujours le même lien. Ça, c'est ce que tu peux faire. Je me suis un peu perdu parce que du coup, je vais rebondir sur un truc super important. Ouais, ce que tu vas également pouvoir faire aussi, c'est que du coup, tu peux mettre ta vidéo donc, que tu as faite. Voilà, excuse-moi, c'est ça. Au lieu de mettre ta vidéo direct sur le drive, etc., voilà, tu mets ta vidéo directement sur YouTube
en non répertorié. Ensuite, tu prends le lien, tu le mets sur ton Drive, tu mets la description, et voilà. Enfin, sur ton Google Sheet, et tu l'as tranquille. Ok. Ou alors, tu trouves un truc qui fait des petites pages internet gratuitement. Tu as des trucs là, des trucs gratuits. Tu mets dessus, voilà, le truc, il faut que ce soit quali, tu vois. Tu leur envoies avec ton adresse email, tout ça. Et tu dis bien, en fait, à la fin de la description, voilà, ils ont la vidéo, machin. À la fin de la vidéo, tu dis, voilà, si t'es intéressé, je te laisse me contacter par email ici et m'envoyer telle pièce, telle pièce, telle pièce. Ok. Donc, quelle pièce à envoyer aux gens que tu as demandé? Tu vas leur demander leur carte d'identité, tu vas leur demander des avis d'imposition, tu vas leur demander s'ils sont salariés, étudiants, etc. Machin. Leur fiche de paie, tu vas leur demander la fiche de paie de leurs parents, si c'est leurs parents qui se portent garant, les garants, est-ce qu'ils utilisent Visa, les différentes assurances, etc. Ok. Donc voilà. Super. Tu as trouvé tes locataires. Ah, petit truc, vérifie déjà vérifie au téléphone les personnes. Si tu vois que c'est des racailles, tu mets dehors. Enfin, moi, je sais que j'aime pas ça. Tu les prends pas. Essaie de voir comment ils s'expriment. Tu vois, tu essaies de comprendre un peu. Si tu vois que ça s'exprime mal, etc. Moi, je prends pas. Ok. Les avis d'imposition, tu peux les vérifier sur le site impôt.gouv. Tu tapes le numéro de l'avis d'impôt. Il te dit s'il est réel ou pas. Important, les gars. Ok. Et surtout, ça te dit, je crois, le nom de la personne, tout ça. Tu vois que c'est pas un truc falsifié. Là. Ok. Pareil, je te conseille, les étudiants, tu les prends sur 9 mois, hein, de septembre à mai, et puis au moins, tu es tranquille. Ensuite, donc réalisation de travail, automatisation des visites de ton bien. Donc, c'est ce que je viens de te dire. Tu automatises en fait toutes les visites de ton bien immobilier avec cette vidéo, avec ce truc, etc. Ok. Comment maintenant automatiser tout ton process? Parce que c'est cool, t'as un appart, mais toi le but c'est pas que tu puisses t'en occuper tous les jours et que ça te saoule, tu vois. Et puis surtout que le but c'est d'enchaîner les projets. Donc au bout d'un moment, tu auras de moins en moins de temps, même avec l'armée et tout ça. Je sais pas, tu pars en OPEX, MCD, un Santac, un Sensub, un Outre-mer, machin, etc. Tu pars, là tu vois, l'heure où je te fais la vidéo, c'est la fin des JO, enfin, c'est terminé depuis 2 mois, je crois, ou 1 mois. Mais tu vois, tu pars à droite à gauche, t'as pas envie de t'occuper de ton projet. Alors comment automatiser une colocation? C'est très simple. Moi, je te déconseille déjà d'aller voir une agence et lui donner ton projet immobilier et lui dire allez-y, gérez-le et toi tu touches les trucs parce qu'eux ils vont se toucher sur la com, sachant que tu n'as pas besoin de gérer énormément une coloc, tu vois. Alors, moi, ce que je te conseille, si tu veux pas. Tu as plusieurs techniques en fait, tu as plusieurs méthodes pour automatiser ton process de mise en location. Première méthode, c'est que tu n'as que des étudiants dans le logement, tu veux faire après toi du Airbnb derrière. Donc dans ce cas-là, tu vas nommer une personne dans le logement qui va être en fait le chef de la colocation. En plus de ça, tu vas faire ce qu'on appelle des lois de colocation. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Ah là là. Des règlements. Oh là là, putain, je vais chercher loin les gars. Il est 22h. Tu vas faire un règlement de colocation. En gros, qui dit voilà, tel jour c'est toi qui sors les plus belles, tel jour c'est toi, machin. Enfin, c'est chambre 1, chambre 2, chambre 3, machin, etc. Bref. Tu vas désigner la personne la plus vieille, généralement, moi, c'est ce que je fais, ou la plus mature que j'ai senti dans le lot, pour justement gérer la coloc. Tu peux mixer ta coloc aussi. Tu peux prendre 2 femmes, un mec, 2 mecs, une femme. Ça dépend. Maintenant, avec tous les trucs qui existent, les noms binaires, des trucs comme ça, mon gars, je te déconseille de prendre. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Du coup, tu choisis tes colocs, machin, tu mets un règlement. En fait, c'est cette personne qui va s'occuper. Mais toi, ce qu'il faut, justement, c'est que tu aies aussi les yeux de la coloc. Et s'il se passe un truc, soit que ce soit la première personne qui gère, soit la deuxième. Mais qui est la deuxième personne? Comme je t'ai dit, on vient travailler sur de la colocation haut de gamme sur la prestation. Tu peux faire aussi sur les matériaux en faisant, par exemple, je te donne une idée qui est un truc qui cartonne, hein, une chambre, une jungle room, donc type jungle, tu vois, avec plein de murs en fleurs, etc. Une gaming room avec plein de LED, tout ça, et une room un peu stylée. Enfin voilà, tu trouves des thèmes. Ça, c'est cool si jamais tu mets ton projet immobilier sur Airbnb l'été, parce que du coup, tu vas venir vendre une prestation, les gens vont venir pour les chambres. Et en plus de ça, mec, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo où je te parlerai comment faire vraiment du Airbnb. Mais tu peux faire des packs d'escape game qui sont déjà tout conçus sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est mortel. Bref, revenons sur la coloc. Du coup, voilà, le but c'est de faire de la prestation haut de gamme sur. Du haut de gamme sur la prestation.
Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir une femme de ménage. Donc, tu as déjà tout un forfait de charge avec Netflix. Tu peux mettre une PS5, tu peux tout mettre. Et en fait, tout ça, la PS5, tu l'inclus dans le devis travaux avec le mec dans la prestation d'agencement et tout. Hein. C'est pas toi qui vas le payer de ta poche, tu vois. Et, et un petit truc, des fois, il y a SFR, Orange, des trucs comme ça. Quand tu prends tout un pack chez eux d'internet, de Wi-Fi ou autre, bah, ils te donnent une PS5 ou une PS4, tu vois, ou enfin des trucs comme ça. Donc, tu peux prendre. Et donc, du coup, bah, toi, c'est la femme de ménage. Il y aura une femme de ménage qui va venir 2 fois par semaine. Ça va être les yeux de la colocation, mais surtout, c'est elle avec qui ils vont pouvoir se référencer s'il y a un problème. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que dans un premier temps, je prenais toujours un jeune actif, ok, qui restait là, qui se barrait pas l'été. Tu vois, il restait l'été aussi dans la coloc parce qu'il avait son taf ici. Il avait son taf pendant 2-3 ans et c'est lui qui gérait la colocation. Donc, moi, en plus de ça, je lui avais donné accès à mon Le Bon Coin où j'en avais créé un. Et en fait, lui, il a envoyé la vidéo. C'est lui qui allait gérer tout. Les entrées, les sorties des futurs colocs. Dès qu'il y avait un problème dans l'appart, il était en contact avec l'agence de rénovation. Donc, il appelait l'agence. L'agence venait. Il m'a envoyé la facture. Ou l'agence directement m'envoyait la facture. Et lui, il gérait vraiment tout ça, tu vois. Et en plus, ça le faisait plaisir parce que c'est vraiment comme s'il avait une petite boîte, tu vois, qui gérait. Et donc, du coup, bah, après, moi, alors, ce que je faisais, je ne faisais pas de réduction sur son loyer. Par contre, je lui donnais, c'était un peu, voilà, bref, t'as compris, je lui donnais de l'argent en cash. Tu vois où je veux en venir. Bref, je lui donnais de l'argent en cash. En gros, c'était pas quelqu'un, c'était plus du travail au black, quoi. Et donc, je lui donnais de l'argent en cash et lui, il était content. Parce que le truc, c'est que si tu diminues le loyer de sa chambre, déjà, ça peut faire une injustice par rapport aux autres personnes et surtout qu'il ne voit pas forcément la plus-value. Il te donne de l'argent. Quand c'est toi qui lui donnes de l'argent, même si, enfin, tu vois, c'est différent. Quand tu te donnes de l'argent à quelqu'un qui perçoit de l'argent, c'est mieux. Bref. Donc voilà, moi, c'est lui qui gérait toute la coloc. Et en vrai, quand il y avait des gros soucis, etc., il appelait la femme de ménage et elle te rémunérait à chaque souci 10 balles, 5 balles, ça dépend des soucis. Ok ? Voilà. Je mettais toujours un gros lien de confiance avec les colocataires, c'est-à-dire déjà entre eux, je m'assurais qu'ils aient un gros lien de confiance, tout ça. Mais surtout en fait par rapport à moi, c'est-à-dire que pour Noël, je leur offrais des chocolats. Pour leur anniversaire, je leur offrais des trucs, etc. Tu vois, des activités ou autres. Ils avaient aussi, je leur faisais une activité avec les 3 colocs une fois par an. Enfin, tu vois, j'essayais vraiment de les rapprocher au maximum et je te jure que derrière, mec, l'appart, il restait clean. Il n'y avait rien de cassé. Il y a des trucs qui arrivaient, tu vois, sans faire exprès, des tasses ou des trucs comme ça. Mais l'appartement était vraiment clean. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment bien. Donc ça, et tac. Et en gros, voilà. Voilà en gros ce que je faisais. Donc comme je dis, là, c'est les grosses lignes. Attends, j'essaie de me souvenir parce que j'ai oublié certaines choses. Tac. Non, l'automatisation. Ouais, les assurances. Les assurances pour les étudiants, moi je prenais Visal, c'est une assurance qui est gratuite, qui est mise en place par l'État. Très bien. Pour les jeunes actifs, tout ça, je prenais Uncle. Bon, ça a changé de nom, mais le prix c'est 2,5% du montant du loyer. Pareil, c'est eux qui la payent, tout ça. Donc, tu as pas mal d'assurants. Mais normalement, avec tout ça, en fait, si tu approfondis vraiment chaque étape, tu fais plus de recherches, tout ça, tu vas pouvoir vraiment faire un truc carré. Mais déjà, là, juste avec toutes ces étapes, mec, tu vas pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Je tiens à rajouter un truc très important. Attends, je mets ça en vert parce que ça me stresse. Hop. Très important. Si jamais tu as suivi toutes les étapes, ok, juste ici, si tu as suivi toute cette vidéo, ok, et que tu veux vraiment être accompagné de A à Z, si tu es militaire, hein, bien sûr, et que tu vas être accompagné de A à Z sur ton projet, avec toutes nos équipes, tu as moins de 10% sur le programme d'accompagnement. Seulement si tu as suivi toutes ces vidéos. Normalement, voilà. Si tu me contactes et tu dis ouais, j'ai moins de 10%, c'est-à-dire que tu as suivi toutes ces vidéos. Tu vois. Enfin, toutes ces étapes, si tu as suivi cette vidéo entièrement. Ok. C'est pour te féliciter en fait déjà d'être passé à l'action. Ok. Donc l'accompagnement, nous qu'on propose, c'est quoi? On vient t'accompagner de A à Z avec toutes nos équipes. Donc agence de réno, courtier, comptable, architecte, décoratrice d'intérieur, agence immobilière, notaire. Voilà, on a absolument tout le package. On t'accompagne de A à Z. Je peux te montrer ici. Voilà, je vais te montrer, tu vois ici. Hop. Voilà. Donc, tu vois, ça, c'est nos équipes. Comment on se déroule notre accompagnement. Le mois et le mois 2, on va venir trouver le bien rentable ensemble. Tu ne seras jamais seul. En fait, chaque étape, on va être ensemble pour t'accompagner. Je te présente en même temps l'accompagnement parce que si jamais tu n'as pas envie de passer à l'action parce que tu as peur de ne pas savoir faire, au moins avec nous, tu vas pouvoir passer à l'action.
On est sur des projets immobiliers qui génèrent au minimum 500 € de cash flow, donc de bénéfices net à la fin du mois, une fois que tu as tout remboursé, le crédit, une fois que tu as remboursé les charges, l'impôt, etc. Voilà. Donc on a courtier, agence de réno qui se déplace partout en France, comptable, architecte, décorateur intérieur, voilà. Tout le monde se déplace partout en France pour ton projet. Le mois 2, on vient retrouver le bien rentable ensemble. Le mois 3 et 4, obtention du crédit. 5, 6, 7 et 8, réalisation des travaux par nos artisans. Et mois 9, location, mais surtout automatisation. Tu vas avoir accès donc, à la formation Successimo. Tu as accès à vie. Il y a 12 modules, 90 sous-modules, plus de 45 heures de vidéo où on fait chaque étape de ton projet immobilier pour s'assurer que tu comprennes en vidéo avec tous les simulateurs. Les coachings individuels et collectifs. Donc coaching individuel limité et collectif tous les lundis et vendredis à 18h. Si jamais tu n'es pas dispo, tu vas retrouver dans l'onglet replay de la formation le replay des coachings collectifs. Les coachings hebdomadaires, ils sont là pour s'assurer que tu comprennes le pourquoi du comment et que tu puisses repartir seul sur un deuxième projet par la suite. Accès aux groupes privés, donc ce sont des groupes sur Facebook, WhatsApp et Discord où justement on va faire chaque étape de ton projet immobilier en fait ensemble aussi via ce groupe-là. Tu vas voir toutes les étapes, mais surtout ça va te permettre de communiquer avec des personnes qui comme toi finalement désirent les mêmes objectifs que toi et donc bénéficier d'un support 24/24, 7 jours sur 7. Tiens, je peux peut-être te montrer mon Discord. Voilà, donc c'est en train de s'ouvrir. Tu vas voir un petit peu les membres, tu as la progression de certains membres, tu as nos équipes. Donc accès à notre équipe que je t'ai montré juste au-dessus. Et en bonus, donc le simulateur de cash flow. Ça, c'est un simulateur où tu vas rentrer tous tes stats dedans. Le simulateur que je te parlais tout à l'heure. Et donc, je sais pas pourquoi il ne veut pas s'ouvrir. 3, 5, ah si, peut-être c'est bon. Et donc le simulateur, il va te permettre tout simplement d'avoir ton projet. Tu rentres les stats de ton projet sans même t'être positionné dessus. Ça te dit absolument tout. Alors, hop, tac, voilà. Donc en gros, ça c'est l'onglet discussion. Donc c'est là où les personnes se présentent, tu vois. Donc si tu en as un accompagnement, tu te présenteras. C'est ici où tu as toutes les mises à jour de la formation. Tu vois, tu as les optimisations possibles pour les projets. En fait, on fait tout ton projet ensemble et même des fois avec les autres groupes. Donc les différentes villes, les 4 piliers fondateurs d'investissement IMO, l'accès à la formation, l'accès au coaching individuel, les news sur l'immobilier, ici nos différentes équipes, ici si tu pars en OPEX ou en MCD. Ok. Voilà, donc ça c'est pour la partie Discord et voilà. Donc si jamais voilà, tu veux tout simplement en savoir beaucoup plus sur l'accompagnement, etc., beaucoup plus en détail, moi je t'invite à cliquer directement sur le lien qu'il y a sous cette vidéo. C'est pour prendre un appel directement avec moi. Et en fait, lors de cet appel, hop, on va directement voir ta situation, où est-ce que tu veux investir, comment on va pouvoir t'accompagner, avec quelle méthode, etc. etc. Ok. Et ça, du coup, ça va te permettre, toi... Ah mince, alors attends, parce que j'ai plus mon petit... Ok. Hop, ça va te permettre tout simplement de pouvoir être accompagné de A à Z jusqu'à l'obtention de ton premier loyer. Il n'y a pas de date limite dans l'accompagnement. Okay, et en plus de ça, tu auras 10% sur le programme d'accompagnement total. Donc voilà, si jamais tu es militaire à Paris, que tu veux rejoindre le groupe qui est totalement gratuit, qui est sur Facebook, où on met énormément d'infos, je t'invite à cliquer sur le lien en description. C'est un groupe qui est totalement gratuit. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à investir. N'hésite pas à me faire des retours s'il te plaît en me disant voilà, peut-être t'as pas compris telle étape. Ah ouais, mais du coup, est-ce que cette étape faut faire ça? Si tu as la moindre question, n'hésite pas sous cette vidéo, comme ça moi je peux refaire des vidéos derrière. Et surtout, mets-moi ton avancée de projet s'il te plaît. Tu me dis voilà, putain, ouais, j'ai réussi à faire ça. Comme ça, moi aussi, je peux voir que du coup, tu es passé à l'action de ton côté et que tu réussis. Ok, faut savoir que faire 10 projets en 3 ans, faire 10 projets, 15 projets en 10 ans, c'est tout à fait possible. Tu peux atteindre une liberté financière qui est juste incroyable avec l'immobilier. Faut pas écouter tous ces rageux, etc. Faut pas non plus écouter tous ces vendeurs de rêves. Mais tu peux avoir une indépendance financière très rapidement avec l'investissement IMO. Donc, investis au maximum, prévois ta retraite, prévois ta reconversion militaire, tout ça. Tu as beaucoup d'avantages. Je t'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur les avantages, tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!